propose de commencer. Installe-toi. On a attendu donc le petit quart d'heure réglementaire. Les 10 minutes réglementaires. Charlotte me corrige systématiquement sur les horaires. Heureusement, aujourd'hui, je n'ai plus besoin de présenter de... Enfin, heureusement, c'est dommage, mais plus besoin de présenter de conférence suivante, ni d'avoir la bonne horaire pour la conférence suivante, puisqu'il n'y en a plus. C'est la 4e donc, de ce cycle de conférences sur la ventilation naturelle, dans le cadre de l'exposition Ventilation naturelle, respirer sans machine. Alors, on a vu que ce n'était pas tout à fait sans machine, mais plutôt sans électricité, et avec plus d'intelligence et avec un peu plus d'huile de coude. Alors, il faudra débattre si l'huile de coude est une machine ou pas, mais... enfin... Est-ce que la ventilation naturelle est un système ou pas, selon la réglementation? C'est le combat. Hoche la tête, Giampiero Lipanti et Charlotte Picard, nos deux commissaires de l'exposition, que vous pourrez voir, si vous ne l'avez pas encore vu, dans la salle d'exposition, donc ici de l'ENSA de la Villette, qui accueille l'exposition et 3 des 4 conférences. C'est l'occasion donc de remercier les financeurs au nom donc, des commissaires, l'ADEME, la ville de Rosny-sous-Bois, la ville de Paris, le cluster ESAN et bon, l'ENSA de la Villette, vous l'avez compris. Ce soir, donc, 2 invités, Pascal Gontier et Michel Delplace, qui sont tous deux architectes qui vont nous parler de projets, mettre en perspective, essayer de faire le pont entre système et architecture. Voilà, système de ventilation naturelle et architecture bioclimatique, construction bois, etc. Je vous les représente tout de suite. Ou pas, je vais le faire tout de suite. Donc Pascal Gontier a fondé l'atelier Pascal Gontier il y a 26 ans, il me semble. Plus de mois, c'est ça. Oui. Voilà, plus quelques mois. Il est connu pour ses opérations, grandes opérations, petites opérations en bois, bioclimatique, architecture solaire, ventilation naturelle, divers projets de recherche, et il enseigne à l'ENSA de Nantes. Et nous avons Michel Delplace, alors je ne sais pas qui présentera en premier, Michel Delplace, architecte associé de ANMA, qui est donc connu pour Nicolas Michelin et Cyril Trétou également, qui nous présentera aussi toute une série, beaucoup de projets en ventilation naturelle. Voilà, que l'on voit peut-être moins souvent dans les palmarès que l'on connaît du nouveau Waterby, et donc c'est super intéressant qu'on ait ces projets-là aussi, et vous verrez qu'en fait la ventilation naturelle est pratiquée couramment, voire très couramment, même si elle n'a jusqu'à présent pas eu de publicité suffisante. Alors cette exposition, j'espère, tente d'y remédier. Mais c'est vrai que c'est souvent resté, comment dire, il me semble, hein, corrigez-moi si je me trompe, mais une affaire de connaître les bons ingénieurs, de faire de la ventilation naturelle. On connaît quelques bureaux et quelques architectes, et au-delà de ça, franchement, personne n'en parle, quoi. Alors, il est temps que ça change, parce que ça date pas d'hier. Alors, je me permets une petite surprise improvisée. Enfin, c'est né d'une discussion avec, disons, le cabinet d'un élu de la ville de Paris qui disait lors de la première conférence bon, on ne se reconnaît pas trop dans cette histoire de ventilation naturelle, parce que bon, aujourd'hui, on n'en fait pas, on n'en a pas fait en réhabilitation, en rénovation. Tout ça, ça porte sur des projets en construction neuve. C'est vrai qu'on avait beaucoup de construction neuve, quasiment exclusivement de la construction neuve. Je sais pas si je crois que vous n'avez pas de rénovation. Si? Non. C'est un projet que je n'ai pas réalisé. Ah, un projet, mais en rénovation, un projet non réalisé mais en rénovation. Alors on était, manque de bol, à la Maison des Canaux pour cette conférence-là, qui est évidemment une rénovation d'un bâtiment du 19e siècle en ventilation naturelle, donc c'est l'exception qui confirme la règle, enfin à notre connaissance. Et puis, bon, faute de trouver quelqu'un, comment dire, qui aurait déjà bossé sur ce sujet-là, pour nous faire une conférence spécifique sur la question, enfin, sur l'historique de la ventilation naturelle en France. J'en parle à un ami qui est historien de l'architecture, Marc Lecoeur, et qui visite l'exposition et qui me dit mais c'est fou. Alors là, vous voyez déjà un parallèle. Ces tours de ventilation, je connais. Enfin, il est spécialiste du 19e siècle, hein, d'histoire de l'art et d'architecture, voilà, et en particulier du 19e siècle, en particulier de la Brousse. Et puis il voit ces coupes que vous avez dans l'exposition, enfin,
des dizaines de coupes comme celle-ci, où l'on tente de représenter et d'insuffler, sans mauvais jeu de mots, une direction, un sens, un mouvement à l'air. Alors ici, sans machine, et il me dit, mais tout ça, on en a vu des centaines et des centaines dans les traités d'architecture au XIXe siècle. Alors bon, c'est toujours un peu déprimant de constater que 150 ans plus tard, on n'a pas réussi à avancer, qu'on a toujours à discuter de ces choses-là. Alors je vous rassure, au XIXe siècle, déjà il se plaignait qu'on avait oublié les inventions du XVIIIe, de ventilation naturelle. Alors, visiblement, c'est un sujet un peu compliqué à faire survivre. Alors vous avez... Alors pardon, je précise que donc on s'est plongé là ces derniers jours dans ce qu'on avait sous la main, enfin ce que Marc avait surtout sous la main en traité d'architecture. On a cherché à en tirer non pas quelques conclusions que ce soit, mais une sorte d'introduction, de mise en bouche, pour donner envie, si les fameux chercheurs ou financeurs ont envie de financer un peu de compréhension plus approfondie de la ventilation naturelle, de tracer des premières pistes. Donner envie de... Je te filerai les sources si tu veux. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est pas exhaustif, c'est une vue. Alors là, je crois que j'ai exploité à vue d'œil une trentaine d'ouvrages en diagonale. Il y a des dictionnaires, des traités généralistes, des traités précis sur la ventilation, la fumisterie, la poêlerie, alors, je ne sais plus comment il s'appelait, le métier de la cheminée. Il y a un troisième terme qui a été utilisé au-delà du... Je ne le retrouve pas à l'instant, mais au-delà du poêlier fumiste. Bon, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que, effectivement, jusqu'à la moitié du moins dans cette vue-là, jusqu'à la moitié du XIXe siècle, la ventilation, c'est pas un sujet des traités généralistes. Mais en fait, on en a dès la moitié du XVIIIe siècle. Donc, une source, par exemple, 1767. Alain, je crois, Alain Bornarel l'a mis dans sa présentation, donc je ne reviens pas dessus, qui présentait dans un traité de 67, attendez, bon, je vais vous dire le titre. Ah, oups. Bon, tant pis, c'est Léopold de Genté, vous l'aurez juste après. Et puis, ce qui m'a frappé, c'est que finalement toutes les conceptions physiques de l'air et de la ventilation, alors au-delà du fait qu'on comprend donc au cours du XIXe siècle, bon, avant, initialement on appelle ça l'acide carbonique, les miasmes, bon, on dit des choses que l'on connaît beaucoup plus précisément aujourd'hui, mais en tout cas on a compris que la transpiration émettait de la vapeur d'eau, que cela dégradait la qualité de l'air, alors on a trouvé des expérimentations qui permettent de montrer que l'air dégradé pourrit, et donne donc alors une odeur putride, surtout si on la fait fermenter. Alors donc on prouve grâce à ça qu'il faut renouveler l'air. On a des calculs, alors ça va du tout au tout, mais en tout cas certains tentent dès le début du XIXe siècle de donner des valeurs à la quantité d'air qu'il faut renouveler. Ça peut aller pour certains de quelques mètres cubes par heure et par personne à quelques dizaines de mètres cubes par heure et par personne selon qui parle. Donc à chaque fois avec des calculs un peu alambiqués sur la quantité d'air émis, le pourcentage les temps de tantième, de dioxyde d'acide carbonique, etc. Donc on tente de calculer ça. Et je vais essayer de vous lire en diagonale un extrait très rapidement d'un traité de 1858 de Reynaud, où on va voir que tout est présent. Peut-être déjà les quelques parallèles. Ici, dans le traité pratique du chauffage et de la ventilation de Picard, nous avons le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Alors, on dirait qu'il y a un petit ventilateur, quand même, mécanique. Mais vous avez sinon ces fameux flux d'air, ces entrées d'air qui vont dans les amphithéâtres. Alors, la Sorbonne, donc, a déjà un système de ventilation au XIXe siècle. Et une extraction par des tourelles, ici, qui sont donc masquées par des cheminées. Des mitrons de cheminée, mais en fait on a un énorme système de circulation de l'air. Vous avez l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier,
Garnier a effectivement mis en œuvre un système de ventilation, ici par un tirage assisté. C'est par Garnier, ça? Je ne sais pas, je vais vous dire ça. Si, je crois que oui. C'est dans Chabat en 1876. Donc l'Opéra de Paris, effectivement un système de ventilation, donc assisté, donc c'est la ventilation naturelle assistée par le lustre initialement au gaz, et qui produisait donc énormément de chaleur, dont il fallait donc extraire les fumées et la chaleur par un enterrement, et qui donc sert avec ce système de tirage, ces cheminées de tirage. Donc la notion de cheminée de tirage est déjà présente. L'hôtel de ville de Paris. Alors là on voit des petits systèmes de ventilateurs. On ne sait pas s'ils sont actionnés, motorisés ou pas, il faudrait chercher. On voit qu'en fait certaines cheminées servent aussi non seulement à l'évacuation des fumées de combustion du bois ou du charbon pour le chauffage, mais aussi pour le tirage thermique. Alors vous voyez plein de petites flèches qui se baladent partout. Alphonse Goncet, dans son traité de la construction des théâtres, semble signaler que le premier grand opéra à avoir vraiment utilisé la ventilation et mis en œuvre la ventilation à une grande échelle avec une grande compétence était l'Opéra de Vienne. Construit à la fin du XVIIIe, et alors ici on a par contre un apport mécanique. Vous voyez une espèce de machine qui se trouve sous la scène et qui injecte l'air. Alors il y a un grand débat, est-ce qu'il faut injecter ou est-ce qu'il faut créer du tirage thermique? Ici vous avez des moteurs visiblement qui augmentent le tirage, et puis souvent on utilise aussi des combustions, des petits poêles supplémentaires qui chauffent donc la fameuse cheminée, qui crée donc un tirage supplémentaire. Et ça on l'a compris au XIXe siècle qu'en chauffant l'air, par quelque nature que ce soit d'ailleurs, on peut créer un tirage. Ça c'est donc le fameux Léopold de Gentet, purification de l'air croupissant. Dans les hôpitaux, les prisons, les vaisseaux de la mer, par le moyen d'un renouvellement continuel d'air pur et frais, 1767. Une combinaison de systèmes de tirage par le vent, par des poêles, voilà. Et puis vous avez déjà les ventouses, l'apport d'air en bas, l'extraction ici, alors il crée des sortes de pentes de plafond. Vous avez d'autres systèmes dans Gosset sur la construction des théâtres, de la circulation de l'air assistée ici par des petits feux. Et puis surtout, dans le dictionnaire raisonné de l'architecture et des sciences et arts qui s'y rattache d'Ernest Bosc en 1877, on a effectivement toute une partie sur la ventilation naturelle, avec des ventilateurs. Alors ici, Vialat, ventilateur Vialat sur une mitre, ventilateur Haworth, qui sont donc des systèmes actionnés par le vent. Donc ces pales, les pales de l'élément supérieur captent le vent, et prétendument dès le moindre mouvement de l'air sont capables de faire bouger ce ventilateur qui, avec son hélice, crée un tirage. Et vous voyez là des choses qui ressemblent alors ici il l'appelle aérospire, ça ressemble un peu à la comment ils appelaient ça, la girouette parisienne. La girouette parisienne, voilà. Bon. Donc vous avez des éléments comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, voilà, j'ai fait le tour un peu de ce qu'on peut trouver comme, enfin ce que j'ai trouvé plutôt, mais il faudrait creuser comme exemple. Alors vous avez deux termes qui se croisent. D'un côté on a l'aérage, puisqu'on part de l'analyse de l'air, la qualité de l'air. On appelle pas ça encore comme ça, mais bon. Donc l'aérage, et de l'autre la ventilation, qui visiblement arrive par le terme de ventilateur en premier. Alors je vous dis juste un petit texte donc, de 58, je pense, et puis ensuite je passe la parole. Ces cheminées d'appel, donc Reynaud. Je ne sais plus si j'en ai mis un. Ces cheminées d'appel constituent l'un des systèmes de ventilation les plus répandus. Alors là, répandus, 58. Elles doivent être disposées de manière à entraîner le plus d'air possible pour une quantité déterminée de combustible. Alors ici, parce qu'elles ont donc un appel avec un poêle qui se trouve ou bien dans la pièce, par la cheminée, ou bien par
par un poêle supplémentaire dans la cheminée de tirage. On satisfait à cette condition en donnant à la cheminée une grande hauteur. Ça, on le sait aujourd'hui, enfin, en tout cas, on l'enseigne aujourd'hui, et je pense que c'est assez rare. Assez rares sont les ENSA où on enseigne déjà ça. Et un fort diamètre, bon, c'est ce qu'on fait en ventilation naturelle toujours aujourd'hui. Et en faisant arriver sur le foyer l'air que l'on veut soutirer. Ce mode de ventilation a le grand avantage de fonctionner avec beaucoup de régularité et d'être d'un entretien extrêmement facile. Forcément, c'est motorisé par le feu. Il est employé dans un grand nombre de maisons, à la prison Mazas et dans plusieurs établissements publics. Alors là, il va falloir que quelqu'un aille fouiller dans ces établissements et mesurer la qualité de l'air et voir si ces trucs marchent toujours, parce que si on dit que le milieu du 19e s'est employé dans un grand nombre de maisons, ça veut dire qu'il y a des enseignements à tirer quand même. Un foyer allumé n'est pas d'ailleurs nécessaire pour déterminer un tirage. Une source quelconque de chaleur peut le remplacer. Alors on savait déjà qu'on peut faire des cheminées solaires. Et même que le tuyau remplit cet office sans être chauffé. Alors, bon, la ventilation naturelle est possible au XIXe siècle. Il suffit même de la différence de température qui existe presque toujours entre l'air intérieur et extérieur pour qu'un courant s'établisse dans une cheminée. Il est ascendant lorsque l'air extérieur est le plus froid et descendant dans le cas contraire. Bon, ça, on le savait il y a 150 ans. Une expérience récemment faite à l'hôpital de la Rive-de-Rosière est très concluante. Pendant l'hiver, l'air ne peut arriver qu'après s'être chauffé au contact des poêles, et pendant l'été, il arrive par la même voie sans que sa température ait été élevée, puisque la communication des poêles avec le réservoir est interrompue. Donc on a déjà un système de préchauffage de l'air. On pourrait même abaisser la température de l'air en renouvelant de temps en temps l'eau froide contenue dans les poêles. Donc la climatisation existe déjà à l'hôpital de la Rive-de-Rosière. Or, il a été constaté que, dans les meilleures conditions, l'air arrivant par les poêles était de 35 m3 par heure et par malade, tandis que le volume d'air appelé et sortant effectivement des salles s'élevait à 82 m3. La différence, soit 47 m3, provenait de l'air affluent par les ouvertures accidentelles de la salle. Donc en gros, l'étanchéité à l'air, on la connaissait déjà. Donc bon, si aujourd'hui on est encore à avoir formé sur l'étanchéité à l'air, on a un petit problème. Puis démontre une autre... pardon. Ah oui, puis ensuite il a une autre expérience sur la ventilation par insufflation. Il décrit les systèmes de ventilation en vigueur et améliorés dans les prisons, les amphithéâtres d'université, les théâtres, les lycées, les écoles, les habitations et les casernes. Donc c'est là où on pratiquait la ventilation. Et il nous explique ensuite le fonctionnement de la ventilation traversante, qu'on pratique dans chaque salle une série d'ouvertures sur deux faces opposées, du côté nord au niveau du sol, du côté du midi près du plafond, et il s'établira immédiatement une ventilation naturelle. Il conviendra d'adapter sur les ouvertures extérieures des tuyaux afin que l'action du vent ne puisse empêcher l'entrée ou la sortie de l'air. Et en 69, par exemple, on a déjà eu certains auteurs qui nous font une histoire de la ventilation. Bref. Allez, un dernier. Chabat en 1876, on donne le nom de ventilateur à certains appareils de fumisterie automobile, au moyen desquels on utilise l'action du vent pour produire un tirage. Tel est le ventilateur fumifuge automoteur, inventé par M. Venant et perfectionné par messieurs Serron et compagnie. La figure 2837 représente ce système. Je ne sais pas si je l'ai mise. Non, peut-être pas. Là. C'est une sphère susceptible de recevoir l'action du vent dans toutes les directions qu'il prend. Voilà. Et on a même, j'ai même trouvé un exemple, alors là je ne l'ai pas mis, mais un exemple de ventilation double flux, actionnée par cheminée. Un détail qui montre effectivement deux conduits de ventilation qui se croisent et où l'air entrant est préchauffé le long ou à l'extérieur du conduit d'air sortant. Voilà, alors je crois que je l'ai mis. Je vous refilerai ça s'il faut. Bon, peu importe. Voilà. Pascal ou Michel, à vous. Bonsoir. Pardon. Bonsoir, Michel Delplace. Merci tout d'abord de m'accueillir et ça m'a fait plaisir de voir que Jean Pierrot avait déjà travaillé avec nous sur différents sujets. Bon, voilà. Et là, je ne le présenterai pas, mais bon, c'est pas très grave. À l'agence, aujourd'hui, ANMA, c'est 6 associés. Effectivement, ANMA a été créé dans les débuts des années 2000 avec Nicolas Michelin, Cyril Trétou et moi-même.
Et effectivement, Nicolas nous a transmis sa structure il y a 3 ans. Et effectivement, il nous a transmis cette passion pour la ventilation naturelle. Voilà. On est situé dans le 10e à Paris, on a la chance d'avoir une super agence. On est aussi installé à Bordeaux et Bruxelles. Mais c'est vrai que l'agence de Paris, on est sur les toits de Paris. Et c'est vrai que ces toits ont toujours, il y a toujours une vue magnifique qu'on peut avoir, que ce soit sur plein de monuments. Donc ici c'est le Sacré-Cœur, mais vous constatez que quand vous regardez les toits de Paris, il y a ces toits en zinc. Mais il y a aussi toutes ces mécaniques qui sont sur les toits, hein, donc on le voit en premier plan, hein, voilà, ce qui gâche un peu notre paysage. On pourrait s'en affranchir, mais bon, voilà. Mais à la limite, là, c'est plutôt acceptable, parce que c'est un ancien bâtiment, donc il a changé de fonction, donc on lui a mis quelque chose sur le toit pour assurer la ventilation et le confort des gens, mais on constate qu'encore qu'il y a beaucoup de nouveaux bâtiments aujourd'hui qui apparaissent, qui sont assez léchés dans leur design, mais tout d'un coup, sur le toit, il apparaît un monstre qui est souvent un groupe froid, horrible. Voilà. Donc, c'est un peu cette silhouette. Là, je ne mettrai pas un bâtiment neuf parce que ça serait péjoratif. Mais c'est vrai que je me souviens, quand j'étais jeune collaborateur, on discutait avec les bureaux d'études, on parlait du plan du rez-de-chaussée, la gaine, le tuyau, le machin, mais à la fin, comme le bureau d'études, il y en a peut-être ici dans la salle, je vais peut-être les choquer, les plans apparaissent la veille du rendu, et on découvre que sur le toit, il y a plein de choses qu'on n'avait pas imaginé un seul instant, comme on est naïf quand on est jeune. Voilà, bon, quand on est plus âgé, on se fait encore prendre, bien entendu, mais bon, voilà. Voilà le petit zoom. Après, cette technique, il y a quand même des choses qui sont quand même exceptionnelles. On ne peut pas négliger que le high-tech qui a été fait dans les années 70, où on a quand même une belle signature à Paris qui a été fait par Renzo Piano et Rogers et un troisième, dont je ne connais jamais le nom. C'est quand même un exemple où effectivement il y a une maîtrise de la technique et qui est mise en scène. Et cette ventilation naturelle, moi je pense aussi qu'elle peut être mise en scène, voilà, intelligemment. Je pense qu'on l'a fait sur certains dossiers que je vais vous présenter après. Donc la ventilation naturelle, c'est pas quelque chose de ringard, voilà. Ça peut faire quelque chose qui est contemporain et qui peut être expressif sur un bâtiment. Parce que très souvent, les architectes veulent toujours exprimer leur créativité. Mais je pense que dans la ventilation naturelle, il y a une créativité technique. Et ça, je ne sais plus qui l'a dit, il est essentiel de s'associer, de se marier avec quelqu'un qui a des compétences, voilà. Si vous n'êtes pas compétent en ventilation naturelle, vous ne lancez pas en faire, c'est très compliqué. Et il faut pas mal de temps avant d'avoir une expérience. Je vous avoue qu'on a eu aussi des échecs et je vous en parlerai. Voilà. La première opération, on n'a pas fait de ventilation naturelle, mais ça fait partie de l'histoire de l'agence. On gagne la Halofarine en 2001. C'est l'université Paris Diderot qui vient s'installer dans la ZAC rive gauche, juste à côté des Grands Moulins. On gagne cette reconversion de Halle. On est associé avec un grand bureau d'études national. L'idée était de préserver au maximum l'enveloppe existante, donc de ne pas toucher à cette enveloppe, pas créer d'extension, etc. Et aussi de préserver au maximum l'intégralité de la voûte qui est là-haut. Pas de chance, notre bureau d'études, il pensait qu'à une chose, c'est y mettre des tuyaux, quoi. Voilà. Donc, avec Nicolas, on avait entendu qu'en Angleterre, il y avait des choses qui se passaient. Et donc, avec les MOP qui étaient notre maître d'ouvrage à l'époque, la CEMAPA et l'ADEME, on est parti en Angleterre visiter un peu ce qui se faisait là-bas pour découvrir. On était totalement naïfs, hein, je préfère le dire. Hein, voilà. Et donc, on a découvert ces choses. Alors, on aime, on n'aime pas. Je dirais presque que c'est horrible, quoi. Mais franchement, c'est impressionnant, quoi. Voilà, c'est une école. C'est Alan Short. Je pense que c'était à Leicester, mais ce qui était impressionnant, il y avait des grandes gaines, il n'y avait pas de tuyaux, des grandes gaines, un petit ventilateur modeste à 3 pales qui était suspendu de façon un peu douteuse, quoi, et ça fonctionnait, semble-t-il. C'est Max Fordham qui nous a fait visiter ça, et effectivement, lui avait déjà été contacté par Alain Bornarel auparavant. Il avait connaissance d'Alain Bornarel, tribu, en France. Et il ne se sentait pas d'attaque de venir nous aider en France, mais il était prêt à collaborer avec Alain pour nous aider là-dessus. Bon, hélas, l'opération n'a pas pu se faire, mais
voilà, c'était quand même une belle expérience. Et on avait visité aussi ce bâtiment de Michael Hopkins qui était plutôt, qui avait un axe plus environnemental que accès 100% ventilation naturelle. Mais les opérations que je vous ai présentées avant, là, c'était vraiment 100% naturel. Un bâtiment d'enseignement, un théâtre, effectivement, c'est comme tu l'as expliqué, hein, voilà, une grande entrée d'air, une grande cheminée, et puis ben, les flux d'air, tout se fait naturellement. Quoi. Voilà. On se demande comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Voilà. Notre première expérience, c'est l'agence de l'eau à Rouen. Bon, c'est un concours qu'on a gagné. Ben, la première chose qu'on a dû faire quand on a gagné, on a dû se séparer de notre bureau d'études avec qui on était associés parce qu'ils ne voulaient pas faire. Il ne voulait pas aller dans notre sens, quoi, voilà. Donc il avait peut-être raison, je ne sais pas, voilà. Donc nous on voulait expérimenter, lui il n'avait pas envie de prendre de risques, voilà. Donc c'est un bâtiment modeste, hein, c'est un petit immeuble de bureau qui accueille l'agence de l'eau, qui est censé représenter les valeurs de l'eau. On est en bord de Seine, on est sur un projet qui doit répondre à une continuité de bâtiments, d'entrepôts qui sont sur le long de la Seine et où il y a une vision de l'ABF d'avoir quelque chose d'assez simple. On retrouve donc dans 2 étages sur lesquels on va avoir des bureaux de part et d'autre d'un grand espace, un atrium. Et en rez-de-chaussée, on va retrouver un stationnement parce qu'on ne peut pas s'enterrer, un hall d'entrée et une cuve d'eau. Une cuve d'eau qui va être surmontée d'un plan incliné. Et ce petit plan incliné, ben, on va laisser couler un filet d'eau par-dessus, ce qui va aussi permettre, de réaliser, je vais dire, un rafraîchissement naturel de cet atrium. Et après, ça va créer la liaison physique entre le rez-de-chaussée et le premier étage, quoi. Donc là, on commence à aborder les prémices de la ventilation naturelle, avec plutôt une surventilation avec des volets qui s'ouvrent dans les façades, des volets qui sont en imposte des portes qui donnent sur l'atrium, et après des grands ouvrants en façade. Voilà. Et on fait le filet d'eau sur ce plan incliné, pour créer un rafraîchissement adiabatique naturel. Donc on voit ici sur les photos les registres en façade. Ce sont des registres qui s'ouvrent mécaniquement. On a un petit peu de ventilation, mais très anecdotique, du parking. Et après, dans les parties supérieures, on trouve effectivement de l'atrium, on trouve des châssis ouvrants asservis, quoi, voilà. Après, je ne vais pas revenir sur toute la logique de la ventilation naturelle, comment ça fonctionne. Je pense que vous en avez entendu parler pendant 4 semaines. Voilà, je suis là pour vous montrer un peu des réalisations. Si vous avez des questions à la fin, on peut en débattre, quoi, voilà. Et donc, voilà, plutôt quelque chose qui valorise la fonction qui accueille ces bureaux, donc l'agence de l'eau. Voilà. Bon, sachez qu'ils ne sont pas très contents du projet. Voilà, je préfère vous le dire, voilà, c'est ça aussi la réalité, c'est qu'en fait très souvent, vous gagnez un concours, vous avez un maître d'ouvrage, là c'est un équipement public, enfin semi-public quoi, vous gagnez un concours, le porteur de projet s'en va et vous retrouvez d'autres acteurs qui ont une vision un peu différente. Et puis je vais aussi reconnaître que ça c'est un problème en France, c'est que ces bâtiments, c'est chaque fois une expérimentation, et l'expérimentation, vous ne tapez pas juste à 100% du premier coup. Donc il faut absolument que la mentalité évolue là-dessus. Il faut que quand on expérimente, on ait le droit à l'erreur. Il faut pouvoir corriger le tir sans être puni. Et en France, vous êtes puni. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce qui reproche exactement? Tu peux le préciser? Certainement, enfin, une problématique d'étanchéité à l'air. Et après des sensations de courant d'air, quoi, voilà. Et après c'est pas ce qu'ils voulaient, quoi. C'est tout simplement pas ce qu'ils voulaient. Et tout défaut peut être pris pour un problème. Je vais vous montrer la cave de Saint-Brieuc tout à l'heure. Ils viennent même nous chercher pour une raie de lumière qui passe entre un store et un guide, quoi. Voilà. Donc à un moment il faut arrêter, quoi. Mais il faut accepter. Je pense qu'aussi on doit aussi accepter dans un bâtiment aujourd'hui de s'adapter au bâtiment. Le bâtiment ne doit pas être fait que pour vous. Aujourd'hui, quand vous avez des règles de confort qui sont, de mon point de vue, trop exigeantes, il faut accepter d'assouplir les règles.
Moi, je vis dans une super maison à la campagne, et l'hiver, il fait froid, je mets un pull, l'été, il fait chaud, j'enlève ma veste, quoi, voilà. C'est comme ça, mais j'ai d'autres plaisirs, voilà. Et quand je pense qu'au bureau, vous ne pouvez pas tout le temps avec votre veste comme ça sur votre dos, ou il faut pouvoir mettre un pull en hiver, voilà. Donc je pense que les mentalités doivent évoluer. Ça, c'est Dunkerque, c'est une opération de projet urbain gagné avec un groupement de promoteurs nationaux, 3 promoteurs. Et effectivement, bon, là on est à nord-ouest du centre-ville de Dunkerque, on est sur l'ancien site des chantiers navals, on est dans l'estuaire qui amène au port de Plaisance. Effectivement, il y a du vent. Effectivement, l'idée que tout le monde, les Dunkerquois ont toujours cru que c'était une retranscription du pignon flamand, l'idée c'était effectivement de faire de la ventilation naturelle. Ça, je vais vous dire, ben, c'est un échec et je pense que Pascal me contredira tout à l'heure parce que moi, on en a déduit que faire du logement en ventilation naturelle, c'était impossible. Voilà. Peut-être, voilà, on a peut-être abandonné trop tôt. Donc, ces immeubles de logement sont surmontés de ces grands pignons. Ils étaient prévus pour effectivement avoir un tirage maximum, hein, profiter de ces grandes hauteurs, de profiter du vent, de ces orientations avec des capteurs solaires, etc. Et on avait vu la possibilité de trouver un système de ventilation hybride, quoi, associé à un système d'air comprimé qu'on venait pulser en partie supérieure, qui a compensé le tirage. Ça s'utilise essentiellement en réhabilitation dans les immeubles des années 50 pour assurer une VMC, comme les conduits sont trop faibles, de trop faible section, il y a un système de pulsion. Alors pourquoi j'en ai déduit, je l'ai écrit parce que voilà. En fait, ce qui se passe, c'est la réglementation sanitaire à l'époque qui disait qu'effectivement il faut. Alors c'est des opérations qui datent quand même déjà de quelques années, hein, ça. Qui disait qu'il faut un renouvellement d'air constant, voilà, et que en fait, en réalité, c'était appliqué à la ventilation naturelle, mais pas aux ventilations hydro-réglables, qui, eux, les constructeurs, avaient réussi à ce que le fonctionnement de la ventilation fonctionne que quand il y a une présence physique, quoi. Donc effectivement, il y a des détecteurs qui permettent de mettre en marche le système, alors qu'en ventilation naturelle, vous êtes tout le temps obligé de ventiler, quoi. Ensuite, il y avait la réglementation thermique, parce qu'à l'époque, la ventilation naturelle n'était pas prise en compte dans le calcul RT, et donc il fallait déposer un titre 5. Alors déposer un titre 5, c'est une aventure, hein. Voilà, il ne faut pas être pressé. Et donc, comme tout promoteur est pressé, ça va à l'encontre d'un projet qui prend... On est de plus en plus pressé, mais pour faire un bon projet, il faut du temps. Et ensuite, la performance énergétique et le coût de réalisation, effectivement, entre le coût de la réalisation de tous ces conduits qui doivent être chante, etc., comparé à une ventilation hydro-réglable microwatt, entre le coût d'investissement et le coût de fonctionnement, c'est le combat entre David et Goliath, quoi. Autant dire que vous avez assez peu de chance, quoi. Mais bon, c'est en prenant des claques qu'on apprend, voilà. Donc on a appris que c'était compliqué, qu'il fallait s'y prendre beaucoup plus tôt, voilà. Mais j'aime bien raconter ces histoires parce que très souvent on pense que la vie est très rose, quoi, mais en architecture c'est un combat au quotidien, je pense que... Voilà. Il y a l'échec au niveau du confort? Pardon? Au niveau du confort, c'est aussi... Non, aujourd'hui le confort c'est une ventilation mécanique Y-B, hein, tout simplement. Voilà, c'est l'échec qu'on n'a pas réussi à mettre en place la ventilation naturelle. Néanmoins, les Dunkerquois sont ravis de leur bâtiment qui a une super silhouette, quoi. Bon. Ça, c'est la cave des Côtes d'Armor à Saint-Brieuc. Là, on est associé avec Franck Boutet. Voilà, c'est un bâtiment que j'aime beaucoup, quoi. Un maître d'ouvrage qui avait des envies environnementales plutôt exceptionnelles, parce qu'on y a mis pas mal de logique, de la ventilation naturelle, de la production énergétique solaire,
la récupération des eaux de pluie utilisées dans les sanitaires, le traitement des eaux grises, des façades légères. Aujourd'hui, effectivement, on en parlait, c'est standard aujourd'hui, mais à l'époque, ben, c'était pas mal, quoi, voilà. Donc c'est un bâtiment en tripode, hein, là, en trois branches, quoi, avec 3 ailes de bureau, tout simplement pour des problèmes fonctionnels, pour des distances, hein, des rapprochements entre les différents services, quoi, connectés par une rotonde. Dans chaque aile, il y a deux cheminées et qui se développent sur 3 niveaux sur rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée étant plutôt accueillant plutôt des fonctions communes, la restauration, la salle de conférence et des problématiques de logistique qui, eux, sont traitées en ventilation mécanique. La rotonde aussi est traitée en ventilation naturelle avec des bureaux. Toujours la même logique, les schémas ne sont pas toujours à jour, etc., mais toujours un système d'entrée d'air par les façades, des gainages horizontaux dans les circulations qui vont rejoindre des cheminées où effectivement on force le tirage par un échauffement et par une surhauteur, quoi. Voilà. Donc les entrées d'air, elles se font en façade par ces petits caissons que vous voyez ici, hein. Donc là c'est plutôt une vue intérieure. L'air rentre, vous allez le voir après sur une photo, par une grille qui est en façade, circule verticalement dans un petit caisson qui est pré-isolé pour préchauffer l'air et atténuer la problématique acoustique. Il rentre ensuite par une entrée d'air type Sonovan de Sherenson, on en parlait tout à l'heure, c'est le spécialiste belge de la ventilation naturelle. Ces façades, effectivement, aussi pour réussir à faire de la ventilation naturelle et amener le confort, pas non plus d'avoir des façades trop vitrées, quand on a plutôt un bon équilibre entre une façade isolée, une façade vitrée pour assurer le FLJ et une protection solaire efficace derrière. Voilà. Donc on voit ici ces grilles d'entrée d'air, ces caissons qui sont dans la partie supérieure, au niveau haut du châssis connecté à ces tôles émaillées là que vous voyez le Mtirenson et voilà. Et derrière ça, derrière ces petits caissons, vous avez un volet de surventilation naturelle pour effectivement le soir pour décharger votre bâtiment de calories. Vous l'ouvrez, il y a un petit logiciel sur votre ordinateur qui vous indique ouvrir, fermer, voilà, et vous déchargez votre bâtiment en calories. Donc vous voyez le petit volet ici, côté intérieur, pardon. Après, ces bureaux sont reliaisonnés à des gaines verticales en béton, des cheminées, quoi, voilà, tout simplement, avec un registre autoréglable. Et en fait, ces cheminées sont toujours orientées sud. Il y a une partie de la cheminée qui effectivement est vitrée pour effectivement échauffer les parois, le volume d'air, et pour effectivement accentuer le tirage. Et le béton, dans ce cas-là, est teinté en noir aussi pour toujours augmenter cette logique-là. Et habillé de barrage toujours noir, voilà, pour assurer le tirage thermique. Donc un vitrage orienté sud, et après une grille, qui est une grille simple ici, voilà, pour le rejet d'air, quoi. Voilà. Et une rotonde en toute ventilation naturelle, rotonde qui effectivement assure aussi la ventilation de bureaux qui sont en périphérie et que vous voyez ici, assez élégant, avec une espèce d'hélice qui est totalement factice, quoi, voilà, elle ne tourne pas. Voilà, c'est cet ensemble de Saint-Brieuc, quoi. Après ça, c'est une autre démarche, on les a mis de façon chronologique, c'est des logements à Bordeaux où il n'y a pas de ventilation naturelle dans les logements, mais il y a un espace interclimatique, je vais dire, on est plus dans l'interclimatique. Ce que vous allez voir après, c'est le système
que je viens de vous expliquer se décline de façon différente un peu en fonction de l'ingénierie. Voilà, c'est ce que vous avez dû voir dans les différentes conférences qui vous a été expliquées par les spécialistes, mais ça se décline un petit peu en fonction de l'ingénierie et du contexte, quoi. Ça, c'est une opération de Bordeaux à Bordeaux de logement, promoteur privé. Il y en a deux, il y a celle-ci et celle que vous voyez en arrière-plan, privé 200 logements, et une opération, c'est le bâtiment vert, il part après sur la gauche. Et en fait, là on est sur une volonté dans le cadre des bassins à flot d'avoir un bâtiment, un îlot test, parce qu'on est urbaniste de tout l'ensemble et on voulait nous donner le ton avec ce premier îlot. C'est un bâtiment plutôt assez particulier. Donc c'est un bâtiment qui s'articule autour d'un grand espace central, couvert, qui distribue des logements par des coursives intérieures. Et l'ensemble, la majorité, je vais dire 95% des logements sont traversants. Donc ils donnent sur l'extérieur et ils donnent sur cet espace couvert intérieur, ce qui a demandé aussi une dérogation par rapport aux règles sanitaires, parce que normalement dans les règles sanitaires, tous les locaux de vie doivent donner sur l'extérieur. Et là, effectivement, les locaux de vie, les séjours, ils donnent vers l'extérieur, mais on a quand même toujours une chambre qui donne sur l'atrium. Voilà. Au cœur de celui-ci, on retrouve un grand jardin, et ensuite en rez-de-chaussée, on trouve un parking. Donc vous montez au premier étage pour rentrer dans ce grand atrium. Ce grand atrium est couvert d'une série de chaises avec des parois plutôt opaques au sud et qui sont plutôt ouvertes, vitrées côté sud, pardon. Et en fait, on a un grand volume, ce volume d'atrium est plus important que le volume des logements que l'on voit ici. Tout simplement aussi, ça c'est dû à une problématique de dérogation incendie, parce qu'effectivement, on n'est pas dans un cadre réglementaire standard. Il y a, je ne sais plus son prénom, Ovep, qui a fait un bâtiment, Christian Ovep, pardon, voilà que je cherchais, qui a fait un bâtiment sur ce modèle-là, je pense, en Bretagne, je sais pas. À Rennes, voilà, c'est ça, excusez-moi, voilà. Qui avait eu toutes les mêmes problématiques que nous, voilà. Concernant l'adaptation de logements qui donne sur un atrium. Voilà. Et donc l'avantage de cet atrium, c'est que c'est un espace interclimatique, hein, c'est un espace tampon, hein, voilà, qui effectivement permet d'avoir un confort en hiver, parce que dans cet espace-là, il fait plus chaud qu'à l'extérieur, et un confort en été, parce que dans cet espace-là, il fait plus frais qu'à l'extérieur. Ça permet aussi de réduire la problématique d'isolation de cette paroi. On est en isolation intérieure, alors qu'ici on est plutôt en isolation extérieure pour un bâtiment en ossature bois et pour l'autre bâtiment en béton. Donc on voit ici le jardin qui contribue aussi au confort, parce qu'effectivement l'évapotranspiration des plantes apporte un confort à cet espace, quoi. Donc on voit ici tous les éléments de ventilation qui sont plutôt, les ouvertures de ventilation qui sont plutôt en façade sud, donc c'est complètement motorisé, et on les retrouve aussi en partie supérieure des chaises, en partie nord. Et vous avez quelques éléments en partie sud qui sont aussi vitrés, parce qu'à un moment on avait une problématique de FLJ dans les logements, parce qu'effectivement quand on opacifiait toutes les parois sud, on n'avait plus assez de lumière dans les logements, quoi. Voilà ce que ça donne. Depuis, le jardin a pris de l'ampleur sur un peu moins bien sur l'autre, quoi. Voilà, ça dépend un peu des plantations qu'on a fait. C'est un lieu assez atypique à vivre, hein, voilà, très, très particulier, mais bon, voilà, très, très impressionnant, et les retours sont plutôt positifs là-dessus, quoi, voilà. Bureau Sophilo à Reims, c'est le siège d'Enedis sur Reims. C'est fait avec Deurne, c'est un bureau d'études d'origine hollandaise qui est basé à Paris, avec lequel on a pas mal expérimenté.
Là, c'est un peu toujours les mêmes problématiques que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur Saint-Brieuc. On est à proximité de la gare. La seule différence, c'est qu'en fait, sur Saint-Brieuc, on a plutôt une température assez constante entre l'hiver et l'été, alors que là, sur Reims, on a des grands écarts, surtout des grands froids en hiver. Voilà. Donc, une note de bureau assez classique, 18 mètres, avec un noyau central, la ventilation naturelle quand même peut-être plus à l'aise sur du 12 mètres que sur du 18. 4 cheminées qui vont ponctuer ces plateaux de bureau. Le même système, une entrée d'air par des caissons de type Renson, d'accord. Un transfert au travers des réseaux de gainage dans les circulations, et après une cheminée qui est moins expressive, en partie haute, mais c'est la même logique. Donc en façade, effectivement, comme on a des problématiques de grand froid et de risque d'inconfort de l'entrée d'air, on intègre des petites batteries chaudes, dans ces excroissances que vous voyez ici, qui sont soit chauffées l'hiver par récupération d'énergie lors de l'extraction naturelle. Il y a un petit échangeur là-bas qui nous ramène des calories dans un réseau hydraulique, ou du froid quand on est en période très chaude, quoi. Voilà, on peut rafraîchir pour que l'air ne soit pas trop chaud en rentrant. Et après, on a des petits ouvrants de surventilation naturelle qui se trouvent derrière cette grille que vous voyez ici. Donc, ce qui donne ici, donc vous voyez que ce design, enfin cet élément apporte un design très particulier à la façade, et on retrouve nos petites grilles d'entrée d'air pour les caissons de surventilation, quoi. Voilà. On les voit ici côté intérieur, les ouvrants de surventilation, voilà. Et là-haut, on va retrouver des cheminées solaires qui sont beaucoup plus plates. C'est des gainages plutôt métalliques, et dont une face, la face sud, est échauffée, et dont la géométrie est prononcée, dessinée pour améliorer l'effet Venturi, quoi. Voilà. Donc, ce qui donne une silhouette assez atypique à ce bâtiment. Et là, les gaines de ventilation sont... il y a un petit accompagnement mécanique, au contraire de Saint-Brieuc qui est vraiment naturel. C'est vraiment une ventilation naturelle. Ici, il y a un petit accompagnement mécanique avec un système avec 3 pales quand il y a un manque de vent ou quand il y a une petite défaillance de la ventilation naturelle. Toulon Ingémédia, c'est avec Franck Boutet, et donc là, lui, il va revenir comme sur Saint-Brieuc avec un système tout naturel aussi. Voilà. Donc, ça dépend un peu des bureaux d'études. On va avoir des approches un peu différentes. Donc, c'est ces trois plots que vous voyez ici, avec aussi des cheminées solaires, moins verticales, plus plates, un peu dans l'esprit de ce que vous avez vu sur Reims. On n'est pas loin du port, mais ça, je pense que vous l'aviez vu. On a ces 3 plots là qui viennent se poser sur un socle. Sur le socle, on a des amphithéâtres, mais ça, on est en ventilation mécanique. Et effectivement, ce sont ces plots de salles d'enseignement qui vont être ventilés naturellement par une grande gaine qui va monter jusque là-haut. Toujours la même logique, donc vous voyez ces grandes gaines qui vont monter dans ces cheminées, quoi, voilà. On voit ici le petit schéma habituel, quoi. Et donc là vous voyez les entrées d'air qui sont quand même assez significatives. Je ne me souviens pas pourquoi elles sont aussi grandes, mais elles ne sont pas neutres effectivement. Mais c'est toujours des systèmes Renson, voilà, que l'on retrouve ici, d'accord. Et après un gainage qui permet de nous emmener l'air vers les cheminées. Et là vous voyez la cheminée au dernier niveau
avec une verrière qui la recouvre et qui effectivement accélère l'aspiration. Et là-haut, vous avez des petites ventelles qui sont ici à fermeture automatique, au contraire de ce qu'on avait sur Saint-Brieuc où elles étaient tout le temps ouvertes. Ici, pour des problèmes de Mistral, elles se referment automatiquement, quoi. Tu étais peut-être là à l'époque, Giampiero. Ça, c'est avec ton équipe qu'on a fait ça, c'est avec Elliott, hein, donc Raphaël Ménard à l'époque, hein, voilà. C'est à Bordeaux, c'est de l'autre côté de la rue de l'opération avec l'Atrium que vous avez vu. C'est un promoteur privé, c'est Lazare. C'est aussi donc toujours de la ventilation naturelle, mais une approche un peu différente parce que là, on est toujours sur la même logique, entrée d'air en façade, donc en termes de localisation. Notre atrium, le bâtiment avec l'atrium, il était là, orienté nord-sud. Celui-là est aussi quasi orienté nord-sud. C'est pour ça que les cheminées vont tourner pour aller vraiment chercher le sud. Donc des bureaux en étage courant et en étage courant, un parking en rez-de-chaussée et une petite cellule en bas. Et là, l'objectif est de pouvoir diviser en 4 parties ces plateaux. Et donc, on aura aussi 4 cheminées. Voilà, j'ai l'impression que c'est le chiffre qui fonctionne bien dans ce projet. Et là, par contre, on ne va pas rentrer l'air par les façades, mais on va rentrer l'air plutôt par un conduit unique qui va se sectionner. Je vais dire non, c'est pas un conduit unique. Il y a 4 conduits, on va dire un par entité, je ne m'abuse, voilà. Et après qui se dédouble pour en avoir un par plateau, une espèce de shunt, quoi, voilà, avec un système de préchauffage par récupération d'énergie. Vous ne le voyez pas ici dans le schéma. On récupère de l'énergie là-haut pour préchauffer l'entrée d'air ou refroidir l'entrée d'air. Et cette VNA ici est associée avec un système de ventilation mécanique quand le débit n'est pas suffisant. Il y a un bypass et il y a une ventilation mécanique qui se met en fonctionnement, quoi. Donc voilà, c'est peut-être plus ça le schéma, donc une multitude de conduits shunt, hein, voilà. Et après on a des gainages aussi horizontaux qui vont chercher les cheminées et qui partent là-haut. Ces cheminées qui sont légèrement, parce que le bâtiment n'est pas tout à fait nord-sud, ce qui donne effectivement cette silhouette un peu atypique. Ces cheminées sont vraiment orientées pour aller chercher le sud, quoi, voilà. C'est ce qui donne, enfin, on peut dire que la VNA, là, elle donne vraiment une silhouette particulière au bâtiment, un bâtiment de bureau assez standard, hein, parce qu'au final, c'est un bâtiment banal, quoi, voilà, mais c'est vraiment cette silhouette de toiture qui lui crée une identité. Et puis le ministère de la Défense, à Paris, que vous connaissez, qui est Ballard, où on était avec un grand bureau d'études français. Et comme celui-ci ne voulait pas nous accompagner ou n'était pas convaincu par l'idée de ventilation naturelle, on a fait appel à Derns qui est venu en consultant. Et effectivement, ce bâtiment qui est une enceinte périphérique de Lido, qui est un maillage très fin, donc on est plutôt sur des grandes épaisseurs de bureaux en périphérie, on a plutôt un maillage très fin à l'intérieur de Lido, on est plutôt sur du 12 mètres, et pour partie en ventilation naturelle. Donc tout le rez-de-chaussée est totalement dégagé avec un grand jardin, et après on trouve des fonctions de défense ou des fonctions communes, restaurant, avec ce symbole du pentagone, de l'hexagone pardon, au milieu, excusez-moi du lapsus. Et là, effectivement, il y a une grande, on va avoir un système de ventilation naturelle et mécanique qui vont être associés tous les deux. On va dire qu'il y a 40% du temps, on est en ventilation naturelle et le reste, effectivement, on est en ventilation mécanique.
On a 3 grandes cheminées qui symbolisent, c'est les trois grandes bosses, les points hauts qui culminent à 45 mètres que vous voyez quand vous passez sur le périphérique, qui symbolisent effectivement les 3 armées terre, mer et air, quoi, et 3 autres cheminées plus basses. Donc au final, il y aura 6 cheminées, et les trois plus grandes vont assurer environ, couvrir 1000 m² de bureaux par niveau, et c'est sur 6 niveaux, et ensuite les 3 petites vont assurer 500 m² par niveau en termes de ventilation, quoi. Donc là, on est aussi avec des systèmes d'entrée d'air en façade. La périphérie n'est pas ce ne sont que le maillage fin intérieur qui est en ventilation naturelle et mécanique. Et en fait, on est en entrée d'air en façade. Et ensuite, on a comme toujours notre petit réseau qui nous emmène vers le toit. Et par contre, là, effectivement, on a une ventilation mécanique double flux qui prend le relais quand, effectivement, les conditions sont en général en dessous de 13 degrés, en dessous de 25-26, quoi, qui prennent le relais. Et là, on fonctionne en double flux, quoi, voilà. Donc ça, c'est le patio, enfin, tous les jardins antérieurs. On n'a pas beaucoup de photos que l'intérieur, hein, vous en doutez pourquoi. Et donc, effectivement, ce jardin qui a pris de l'importance aujourd'hui amène de la fraîcheur et donc aide aussi au niveau des entrées d'air à avoir une qualité de confort. Ces 3 silhouettes, ces 3 grandes cheminées que vous voyez du périphérique et ce que vous pourriez voir quand vous passez en hélicoptère au-dessus de Ballard. Voilà. Voilà, je vous ai fait un peu une rapide présentation de tout ce que l'agence a fait. On a 2-3 autres petits sujets, mais qui sont peut-être un peu moins expressif, je vais dire. Bon, bah, effectivement, la ventilation naturelle, c'est pas simple. Faut pas se leurrer, voilà. Donc, faut beaucoup de patience, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté d'aller jusqu'au bout. On a souvent envie de baisser les bras, mais voilà. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir le bon partenaire. Et ça, c'est en commande publique, c'est difficile parce que vous faites des candidatures et tout, et c'est pas toujours évident de. On ne sait pas ce qu'on va faire, donc c'est pas évident. Et en privé, c'est très compliqué parce que personne n'en veut, quoi. Voilà. Je résume un peu rapidement. Mais bon, voilà, moi ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a moyen de faire des choses avec entre. Je sais plus celui que on est allé voir Alan Short, qu'on a vu en Angleterre, et ce qu'on peut faire, voilà, la créativité n'est pas bridée, hein, voilà, pas du tout. Hein, voilà. Merci. Bon, quelques petites images de teasing. Donc, bon, ça, c'est l'ancêtre de la ventilation avec un soufflet. Voilà, donc c'est dans le traité Victor Charles Joly, et donc les premières ventilations donc, pour des mines. Donc, voilà, donc c'est des choses qui sont très anciennes, mais bon, l'illustration est du XIXe siècle. Le deuxième, alors attendez, où est-ce qu'elle est là? Voilà, alors celle-là je l'ai mise parce que c'est une. Bah, d'abord pour rappeler que dans les logements, là on parlait tout à l'heure du traité du 19e siècle, de ce qui s'est fait au 19e siècle, mais à partir du 18e siècle, on travaille beaucoup sur la ventilation des prisons, des hôpitaux, des écoles, effectivement des salles de grandes assemblées, donc on a la Sorbonne, il y a eu des tas de théâtres, il y a eu des tas de trucs. Et le logement, pas trop, parce que le logement, en fait, c'était la cheminée qui faisait la ventilation. C'était par la cheminée, souvent. Et donc, mais ça, c'est donc Augustin Charles Leclerc, c'est un des derniers traités où on voit un vrai dessin architectural des conduits de ventilation, enfin des conduits de chauffage, enfin des cheminées, des conduits de cheminée. Je trouve ça très très beau. J'adore cette image, c'est pour ça que je l'ai mise. La deuxième, alors celle-là, c'est plutôt une énigme. Celle-là, je l'ai trouvée, donc c'est la maison Haute-Tauronne qui a été construite par un docteur qui s'appelle John Hayward en 1867, donc qui s'intéressait beaucoup. Alors les gens qui s'intéressaient à la ventilation, c'était des militaires, c'était aussi des médecins, assez peu des architectes en fait. Hein. C'était surtout, après il y a eu quand même des architectes qui ont travaillé dessus, mais ils étaient 2 médecins, ils ont écrit un traité, donc c'était Drysdale et Hayward, et ils ont fait chacun leur maison, et puis ils ont écrit un bouquin qui présente aussi leurs idées sur la question.
Et moi, j'ai vu un schéma qui n'est pas celui-là, mais inspiré de celui-là, dans un livre que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à l'air et à l'architecture, c'est l'architecture de l'environnement bien tempéré de Rainer Banham, qui est non seulement, on apprend plein de choses sur justement comment la mécanique est arrivée dans le bâtiment, mais aussi c'est un traité d'architecture. C'est un vrai traité d'architecture, c'est un grand livre d'architecture, il est traduit en français. Voilà. Donc, alors lui donne une interprétation de ça. Alors si je vous donne l'interprétation de la coupe, c'est assez marrant parce qu'effectivement, c'est pas un préchauffage de l'air réellement, parce que l'air il arrive par en dessous, et le moteur il est là. Le moteur c'est la cuisine. C'est la cuisine. Donc il va monter par ici, une espèce de grille. Je n'ai pas très bien compris comment c'était. Enfin, ça, c'est l'explication qu'il en donne. Et ensuite, il arrive niveau par là, mais il peut continuer à monter. L'air, donc ça c'est différentes pièces de la maison, et l'air est extrait ensuite par les lustres, donc qui créent eux-mêmes un appel de chaleur, mais ils vont monter là-dedans, et là il y a une espèce de chambre qui vient récupérer tout ça pour que ça redescende. Donc il fait un beau circuit quand même. Il fait un beau circuit, et puis il passe là-dedans, et là c'est la cuisinière, c'est comme les cuisinières à gaz, ça marchait tout le temps, quoi. Et donc il peut bien manger. Et donc ça fait le moteur pour la ventilation. Après, je crois qu'il y a un traité qui a été, enfin un livre qui a été écrit dans les années 70, mais je ne l'ai pas lu, qui a d'autres interprétations. Mais je trouve que c'est assez facile. Alors des trucs comme ça, il y en a plein, je suis d'accord. Ça mériterait vraiment des grandes recherches. Et j'étais moi-même stupéfait de voir qu'effectivement, il y a eu beaucoup de dispositifs de préchauffage et puis des moteurs qui étaient très souvent de la chaleur pour donc soit des éclairages, soit d'autres choses. Et dans les théâtres, il y a eu toute une programmation pour l'opéra Garnier. Donc Garnier avait donné une solution, mais il y avait d'autres solutions. Il y avait tout un débat, est-ce qu'il fallait vraiment faire partie de l'air par le lustre ou pas, avec des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Ça méritera de se replonger là-dedans, parce que je pense qu'effectivement, il y a des tas de choses qu'on fait, mais qui ont déjà été faites, et on serait bien inspiré de bien les connaître. Voilà, donc c'est très amusant à lire. Voilà, donc, bon, après, tout a changé. Alors juste, dans Banham, il dit, mais pourquoi ils ont fait cette usine à gaz? En fait, c'était le moment où l'air commençait à devenir un peu irrespirable dans la ville. Et ce qui craignait, c'était beaucoup les courants d'air, et puis toutes les cochonneries qui se baladaient dedans. Donc là, il y a un air maîtrisé. Et William Carrier, quand il invente quelques années après la climatisation, c'est pas tellement pour faire du froid, c'est pour purifier l'air qui était franchement irrespirable, et c'était pour des compagnies qui sinon avaient une efficacité au travail qui était absolument déplorable, parce que les gens étaient complètement intoxiqués. Et donc c'était d'abord un système de filtration avant d'être un système de rafraîchissement, en tout cas selon Rainer Banham. Donc voilà, à partir de lui, c'est un peu différent, parce qu'on arrivait à ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est exactement, enfin, dans le Ramkula, c'est ce qu'il appelle le jog space, c'est-à-dire le mariage d'un escalator et d'un climatiseur dans un incubateur en plaque de plâtre. Alors je ne veux pas dire que c'est peut-être très bien, hein, mais c'est le centre commercial, un grand atrium, etc. Voilà. Et donc, bon, c'était juste le petit teasing. Alors, là j'ai fait une liste de projets. Je crois que c'est à peu près tous les projets, ceux qui sont en gras, c'est ceux qui ont eu quelques succès, les autres, ça n'ont pas été faits. J'en ai juste oublié un qui est un immeuble de bureaux que je construis en ce moment, enfin, une agence construit Place Ravisier à Bordeaux, et où on a essayé, vraiment tout le monde s'est mis, mais comme c'est un ERP convertible en tertiaire, et que c'est un bâtiment un peu épais quand même, 16 mètres, finalement on est arrivé, après beaucoup de recherches, et tout le monde a cherché, au fait que ce sera peut-être pour une autre fois, et on en a quand même tiré des enseignements. Alors ça c'est simplement pour dire que nous à l'agence, en fait on a un programme qui s'appelle Gaeta. Gaeta, c'est le nom de la maison qui est ici, donc je présenterai puisqu'elle a été réalisée. Et c'est aussi un petit acronyme qui veut dire Global Air Integrated Technology in Architecture. Et donc nous, on travaille maintenant depuis quelques années avec le Crédit Impôt Recherche, on a fait un peu de... Et au long cours, donc on a ce programme Gaeta qui nous suit projet après projet. Ça nous permet aussi d'avoir des financements qui ne financent pas toutes les études, mais une petite partie. Et l'intérêt de ça, c'est pas simplement le financement, c'est que ça nous oblige vraiment à structurer notre démarche et à tout écrire et essayer de tirer à chaque fois des enseignements. Donc c'est quelque chose, on a plusieurs programmes comme ça,
sur différents sujets, mais celui sur la ventilation, c'est un de ceux que j'aime beaucoup, et je m'y consacre, enfin je passe vraiment beaucoup de temps, parce que sur chaque projet, on voit que c'est une marche supplémentaire qu'on peut franchir, et je pense aussi, d'ailleurs, que les échanges qu'on a là, ça nous permettra à tous, j'espère, de franchir des marques. Donc je vous remercie pour cette invitation et cette initiative que je trouve absolument super et vraiment très très opportune au moment où je pense que les choses sont en train de basculer, qu'on est en train d'aller vers un peu plus de choses un peu plus low-tech, on va dire. Voilà. Alors le premier, je ne vais pas le présenter parce qu'il n'a pas vraiment été construit, mais enfin je vais le montrer ici, c'est un concours que j'ai perdu, donc 2004, c'était un concours. J'avais pris Max Fordham en bureau d'études ventilation, donc tu en parlais, Randall Thomas, c'est lui qui m'a formé, et il m'a formé parce qu'à l'époque, entre 2000 et 2004, j'avais créé un cycle de formation continue à l'école d'architecture de Lille, et j'avais le droit d'inviter qui je voulais. J'avais invité Randall Thomas, et qui est un type absolument génial. Il faisait faire des maquettes de cheminées de ventilation avec des bouteilles en plastique, après il balançait des fumigènes dedans, les étudiants, c'était complètement... C'était une expérimentation d'abord, le calcul après. Un type génial. Donc j'étais allé le voir à Londres parce qu'effectivement il fallait aller le voir. Et bon, alors ça c'est des petits détails. Et puis il y avait une barre, voilà. Donc l'idée c'était de ramener un peu plus de lumière dans la barre, la convertir avec des salles de classe. Et donc on avait travaillé sur ces systèmes de cheminées de ventilation, et on créait des failles dans les barres, ce qui permettait aussi d'avoir un double éclairage dans les salles de classe. Bon, on a perdu le concours, ça a été la fin de l'histoire, mais voilà, on s'est dit, ça m'avait un peu mis le pied dedans. En parallèle, j'avais fait une opération que je ne présente pas, mais qui était une opération alors en hybride. C'est pour ça que dans la typologie, je vais marquer hybride. Donc c'était l'astato, effectivement. Et l'astato, comme d'autres dispositifs, ne sont pas faits, effectivement, pour assurer le renouvellement de l'air. Ils sont là pour améliorer une situation existante. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la même réglementation. C'est-à-dire qu'on accepte dans l'ancien, si on fait mieux que ce qui était avant, globalement, on n'a pas à assurer un débit permanent. Et donc, comme ces dispositifs nous ventilent selon les conditions d'air extérieur et non pas intérieur, rien ne garantit que, parce que la température est telle et le vent est tel, on a une ventilation efficace à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas les utiliser en neuf. Par contre, si on indexe l'assistance mécanique à des conditions internes, le problème devient un petit peu différent. Voilà, j'ai mis un peu de temps à le comprendre, mais je crois que c'est à peu près ça. Pour contredire si j'ai fait une petite incertitude, mais je crois que c'est un petit peu ça. Alors là-dessus, ça c'est un projet que j'ai fait avec donc, le bureau d'études Tribu. Alors à l'époque, je travaillais à la fois sur des projets en plutôt tech, Passive House, donc on a fait plusieurs réalisations en Passive House, et puis sur des dispositifs un peu alternatifs, on cherchait des choses aussi en ventilation naturelle. Celui-là il est un peu les deux, parce qu'il est en double flux, donc en hiver, parois passives, avec les fenêtres à triple vitrage, l'étanchéité à l'air à 0,6 volumière à 50 pascal, etc. Donc il obéit à tout ce que le passif offre, mais on peut bypasser dès la bisaison, et donc on obtient une ventilation complètement naturelle en été, et donc on a tout simplement, il y a une petite diode qui s'allume, on ouvre des trappes dans la salle de bain à la cuisine, et puis l'air peut circuler comme ça. Quelques années après, on est allé visiter les locataires, c'est le logement social qu'on a fait pour la RVP, n'étaient pas vraiment au courant qu'il y avait ce dispositif et qu'on était lié à la ventilation. Je ne sais pas s'ils l'ont vraiment fait. Voilà, donc c'était effectivement un minimum d'accompagnement à faire au début si on voulait vraiment faire ce type de choses un peu efficaces. Et puis les gens ne savaient pas non plus. Enfin, c'était le chauffage était un peu réglé fort et donc les gens surventilaient parce qu'ils avaient vraiment trop chaud en hiver. C'est un bâtiment passif, il n'y a quasiment pas besoin, rien que par les parois, de chauffage, surtout quand c'est des logements qui ne sont pas très très hauts. Mais bon, on a fait une visite il n'y a pas si longtemps et les gens sont satisfaits dedans. Alors, c'est bon, ils ont des belles fenêtres, tout ça. Voilà. Alors ensuite, voilà, la maison qui a donné le nom au programme, parce qu'on a commencé à travailler sur le programme à partir de cette maison. Donc c'est une maison que j'ai construite pour ma famille, donc j'ai eu quelques indulgences de la maîtresse d'ouvrage. J'ai pu faire un peu ce que je voulais, en gros. Et là, j'ai travaillé. Alors, Max Fordham, Randall Thomas venait de prendre sa retraite.
Et donc j'avais j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Transsolar sous forme de brainstorming à Stuttgart, donc c'était le bureau de Stuttgart. Et moi j'étais arrivé, j'étais formé en Passive House, donc j'avais modélisé déjà la maison au niveau des parois, au niveau de tout, selon le PHPP, donc c'est voilà, le logiciel, enfin c'est la feuille de calcul, aussi excitante à remplir qu'une feuille d'impôt. Mais enfin, c'est assez efficace. Et puis on avait fait aussi des STD à l'agence sur Playette Confi. Et puis je lui ai dit, voilà, tout ça je sais faire, moi j'ai pas besoin de vous pour ça, mais par contre, moi je n'ai pas du tout envie d'avoir de machine dans la maison, je veux rien, quoi. Voilà. Et donc, on a travaillé sur un modèle de ventilation naturelle à récupération de calories. Voilà. Alors, bon voilà, c'est sur une île de la Seine, hein, c'est l'île Saint-Germain, ici des Moulineaux. Et voilà, donc ça c'était la version un peu vintage de Pléiade des années 2005 à peu près, puisque les premières simulations on les a fait à cette époque, c'est un petit côté un peu Steam Power, un peu années 70, moi j'aime bien. Voilà. Mais ça fait un peu vintage aussi, donc on a travaillé aussi sur l'inertie, on voulait pas mettre de béton sur une maison en bois, et on a mis quand même des chapes, mais par exemple on a rajouté des graviers, vraiment des têtes de gravier dans le plancher pour faire de l'inertie, puis aussi pour l'acoustique. Et donc tout ça on l'a modélisé pour voir un petit peu les effets, donc on a paramétré la maison. Et puis on a mis cet organe à l'intérieur, mais qui est un peu ce que vous avez fait je pense, vous avez aussi un système de récupération sur l'eau, sur l'air extrait. Voilà, via une boucle d'eau. Je crois que c'est des choses qui s'étaient faites dans les hôpitaux. Donc nous, c'est ce qu'on a utilisé. Alors effectivement, il y a des pompes pour faire marcher la circulation, mais l'air circule tranquillement. Alors on a un peu amélioré, disons, on a fait un double chauffage d'air, ce que j'avais déjà fait sur un bâtiment passif. On avait fait, ils appelaient ça le puits francilien, c'est un puits canadien compact pour que ça rentre en île, je ne sais pas quel est le nom, mais en gros, nous on l'a fait dans les fondations de la maison, on a une boucle d'eau, on a 9 pieux, il y en a 8 qui sont connectés à une pompe à chaleur, sachant que l'eau, c'est l'eau de la Seine, quoi, donc elle est à température assez constante. Et puis le 9e, c'est notre puits canadien hydraulique, et donc il fait un préchauffage quand il fait vraiment très froid. Et puis le reste de l'année, on récupère, enfin, quand on est en période de chauffe, mais on n'est pas très très souvent en période tellement de chauffe, donc on le bypasse très très vite. Et là, on récupère des calories. Alors, c'est 40%, c'est pas non plus... mais bon, 40%, c'est quand même pas mal. En couple chauffage plus ventilation, on est à peu près à l'équivalent de ce qu'offrirait un bâtiment Passive House. Parce que le Passive House, c'est un très très bon standard, mais les consommations inférieures à 15 kWh, qui ne sont pas des consommations réglementaires, qui sont vraiment réelles, c'est le chauffage. Mais quand on rajoute la ventilation, déjà le chiffre il est un peu différent, parce qu'on est autant en énergie primaire en ventilation qu'en chauffage. Donc moi je me dis j'ai un capital un peu plus grand puisque j'ai pas de ventilation. Alors j'avais quand même dessiné un petit ventilateur, et ça c'était pour les subventions parce qu'effectivement le naturel pur, on l'a jamais mis quoi. Bon, on l'a jamais mis le ventilateur, mais je l'avais dessiné et on a bien mis une prise pour le mettre si nécessaire. Et on a un anémomètre en permanence dans le conduit, on a toujours la vitesse. En été, parfois il n'y en a pas, mais vous allez voir qu'on a la solution, donc il n'y a pas de problème de ventilation dans la maison. Alors par contre, ça prend de l'espace, puisque là on a tout un caisson qui doit faire 6 mètres cubes, et qui permet de répartir l'air. Alors c'est même pas un faux plafond, parce qu'on peut rentrer dedans à 4 pattes, hein, on peut rentrer dedans. Et puis on manque pas d'air dedans, c'est pas comme si on est dans un placard, on n'étouffe pas. Alors, par contre, il ne faut pas être claustro. Voilà. Alors voilà le schéma, le schéma en plan. Voilà les différents modes de fonctionnement. Alors évidemment plus de perte de charge quand on passe par les deux échangeurs, parce que même si on a pris des dispositifs assez vastes, assez gros, et sans trop de perte de charge, il y en a quand même un peu. Mais ça c'est vraiment quand il fait très froid. Donc le moteur on l'a. Le moteur, donc il n'y a pas de problème de tirage en hiver, de toute façon même avec ça. Et puis dès qu'on peut, alors on le fait à la main, parce que voilà, on bypasse, et puis en été, voilà, ça passe comme ça. Voilà, on pourrait même faire ça comme ça. Voilà. Bon, bref, là la coupe qui montre le dispositif, voilà, là, ici on a le caisson. Donc c'est pas un faux plafond, on peut vraiment monter dessus. Voilà. Sauf que comme il y a un plancher au-dessus, il n'y a pas beaucoup de place.
Bon, à la fin, bon, on a fait des tests, etc. Donc, voilà. La cheminée, qui n'était pas très très grande, parce qu'on voulait pas trop, on n'avait pas trop le droit de monter. En fait, j'aurais pu mettre 1 mètre de plus, je crois qu'ils n'auraient absolument rien dit, mais là, ça marche quand même. Aujourd'hui, je mettrai un peu plus de hauteur, quand même. Voilà, voilà la maison. On a, à côté de ce système-là, un système d'ouverture par des impostes. Donc, voilà. Et dans les chambres, on a des volets. Donc, voilà, dès que de son, on aime bien avoir une légère brise, donc souvent, ça ne pompe pas trop. Mais en cas où c'est nécessaire, évidemment, on l'ouvre. Alors, juste après, on a participé à un concours où là, on a eu beaucoup de chance. Normalement, j'avais pas, ce que j'ai compris, le chiffre d'affaires qui permettait d'être invité à un concours comme ça. Mais il y avait un AMO, il y avait un architecte aussi qui avait dit bon, il voulait un bâtiment très environnemental et avec de l'innovation pour donc l'université de Nanterre pour accueillir des chercheurs en sciences humaines. Et donc moi j'étais je me sentais pas vraiment favori, mais je me sentais assez libre de faire ce que je voulais. Et donc j'avais une belle équipe, donc avec super bon bureau d'études structures, Bâtisserf, Inex, qui était très motivé, qui avait déjà travaillé aussi sur, qui en tout cas était vraiment intéressé par la ventilation naturelle, avec lequel on a vraiment bien travaillé. Et au début, on a posé les bases du projet, on s'est dit, voilà, le bâtiment, on va le faire en bois, complètement en bois. Alors c'était, d'une certaine manière, peut-être plus facile qu'aujourd'hui, parce que c'était en dessous des écrans radars. Donc il n'y avait pas de problème, nous on n'a pas eu vraiment aucun problème. Donc même la cage d'escalier, la cage d'ascenseur, tout est en bois. Pas de faux plafond, justement à cause de l'histoire du jump space de Rainbow Class. Moi je ne suis pas fan du jump space, donc je me suis dit on va retirer tous les faux plafonds, sauf au rez-de-chaussée, on a des plénums, parce qu'on est en ventilation mécanique au rez-de-chaussée, donc on a des conduits horizontaux, et puis de la ventilation naturelle. Et on va construire le projet à partir de ça. Et donc voilà, donc pour ça c'est le projet terminé. Mais ça c'est des dessins qu'on a fait pendant le concours. Donc voilà, on s'est dit, c'est du bois, il faut rassurer. On fait un U, mais on fait 3 parallélépipèdes, tout plombe, comme ça on est tranquille, on va rassurer. Et puis on dessine toutes les trames. Et ce schéma-là, je le montre parce que c'est vraiment ça qui a été réalisé. Ça n'a pas bougé d'un iota. Donc voilà, avec les plans. Alors les plans, on voit donc des grands conduits d'extraction, donc c'est un système classique, donc arrivée d'air, donc prise d'air en façade avec des Renson, on en a 3 par bureau. Chacune fait 25 mètres cubes, c'est des bureaux de personnes. Et puis on a un volet central qui, lui, permet de faire de la surventilation pour rafraîchir le bâtiment en été, par exemple. Voilà, et donc c'est juste, on appuie sur un bouton, puis le troisième s'ouvre. Et voilà, donc ça c'est le plan du bâtiment. Ça c'est la coupe qu'on avait. Alors, le fait de ne pas mettre de faux plafond ou de faux plancher, ça nous demandait, ça impliquait qu'on traite l'acoustique, qu'on traite les réseaux, donc tout ça, il fallait le dessiner. Ça, c'est des dessins juste après le concours, mais on en avait le même pendant le concours. Je crois que c'est juste une couleur qui a changé, mais bon, vraiment. Mais c'est le même. Alors, ne pas avoir de faux plafond et de faux plancher, ça nous a fait gagner le concours, parce qu'il fallait se raccorder au bâtiment voisin. Enfin, il y a une dent creuse, puis après, il y a un autre bâtiment de chercheurs, et il fallait que les planchers, à terme, puissent être alignés. Et donc, on perdait vraiment de la hauteur sous plafond si on mettait des plénums, notamment pour passer des gaines de ventilation. Donc le fait de pouvoir avoir, là on a 2,85 sous plafond, ce qui était, bon il demandait 2,70, mais 2,85 c'est déjà un peu mieux. Et puis on a cette sensation, alors on n'a pas pu faire le sol en béton, ça parce que, bon j'aurais beaucoup aimé, mais ils avaient trop peur que le béton soit pas à la hauteur. Et donc on l'a au rez-de-chaussée, on a mis un sol souple, on a mis un lino. Mais pour le reste, on avait déjà, donc ça c'était déjà dessiné, alors donc en fait c'est sectionné en 3 parties, c'est trois éléments de ventilation qui sont là-dedans, on ne pensait pas exactement cette couleur. Et puis, bon voilà, le schéma, donc c'est assez classique, hein, donc un fonctionnement hiver, un fonctionnement été. Avec le système d'extraction, donc en naturel assisté et contrôlé. Donc, alors contrôlé, c'est des registres qu'on met dans des conduits. On ne les voit pas en plan, vous le verrez tout à l'heure. Et l'assistance, c'est des petites tourelles que vous avez vues peut-être sur d'autres projets, parce que je sais que Philippe Madec aussi a fait des projets avec ces tourelles qui viennent d'Australie.
C'est une société qui s'appelle Edmunds. Maintenant, ça a changé de nom, mais ça s'appelait Edmunds. Et donc, ça a un peu tourné avec le vent, mais quand c'est nécessaire, on peut faire une assistance mécanique et surventiler. Voilà. Et par contre, le reste, c'est moi qui l'ai dessiné. Je me suis formé sur Rhino pour pouvoir faire ce dessin. Voilà. Qui n'est pas très compliqué, mais c'était ma formation Rhino. Voilà, et donc voilà le truc, avec tout simplement les anémomètres, le registre, puis le conduit d'extinction, voilà, donc qui monte à 2,80 m. Et on peut rentrer dedans. Et voilà c'est beau les chantiers bois pendant la construction. Après, on perd un peu le bois, on en voit moins. On voit quand même le plafond. On a, là, ça c'est là qu'il va y avoir les gaines. Donc effectivement, quand on fait de la ventilation naturelle, après il y a des conduits qui sont en promate et qui, effectivement, c'est un peu moins évolutif que si on avait des choses horizontales. Mais nous, on a prévu le système comme éventuellement réversible, mais finalement, je crois que Et puis voilà, là, c'est des réservations pour mettre les prises d'air. Voilà. Et donc les bureaux, voilà, tels qu'ils sont, une fois qu'ils sont aménagés, avec donc le plafond acoustique, et puis les prises d'extraction. Voilà la promenade qui ont... Bon, c'est pas grave, je vais parler fort comme ça. Non, c'est... Je pense qu'il doit être lui. Non. Vite. Bon, mais c'est pas grave, on entend. Si je parle un peu fort, voilà. Alors, oui, alors là, bon, ça c'est... On peut les ouvrir, tous ces appareils. Et puis là, on a nos systèmes. Voilà, donc, alors c'est la visite que tout le monde, quand les gens visitent, on continue à avoir des visites maintenant. Et les gens veulent monter sur le toit. Par contre, le toit, il n'est pas accessible, parce qu'il n'y a pas d'ascenseur qui monte sur le toit, donc il n'est pas accessible aux chercheurs. C'est uniquement pour des visites. C'est une petite échelle pour grimper dessus. Voilà, alors... Là, je vais montrer aussi quelques projets. Alors ça, c'est un projet qu'on a réalisé, mais on n'a pas fait la ventilation naturelle. Et on ne l'a pas faite parce que... Alors ça, ça va être... ah pardon, je vois qu'il y a une inversion. Voilà, ça c'est... Au départ, c'était le bâtiment en haut. Donc là, j'étais avec un bureau d'études qui était à AMOS. Merci. Qui s'est aussi travaillé sur la ventilation naturelle et qui était intéressé par le sujet. Et on avait gagné ce projet avec cette silhouette. Et le maire de Cheville-la-Rue a dit, nous, moi je préférais qu'il y ait des différences de hauteur entre les bâtiments. Et là, c'était pas très environné, il y a des petites anamorphoses, hein. Je n'ai pas l'impression que les proportions, il y a dû avoir des étirements, enfin bon, peu importe, c'est le même bâtiment, simplement il y en a un qui est plus bas et l'autre est plus haut. Il s'est dit, sur ces silhouettes-là, qu'est-ce qui se passe quand le vent vient d'ici ? Et le temps des études ne permettait pas de faire les investigations nécessaires, mais c'est une vraie problématique, parce qu'il faut aussi arriver à faire de la ventilation naturelle dans des tissus hétérogènes, donc c'est une vraie question. Et donc, voilà, on a décidé de passer notre tour là-dessus, mais par contre de le retenir pour la fois d'après. Voilà, donc celui-là, on l'a fait en ventilation mécanique. Je pense que le maître d'ouvrage, c'était une résidence sociale, ce n'était pas sa priorité de faire de la ventilation naturelle non plus, mais il l'aurait fait volontiers puisque ça faisait partie du projet. Donc voilà, on l'a réalisé de manière plus classique, mais moi je marquais ça dans le coin de ma tête. Et un an après, j'étais invité à un concours organisé par le maître d'ouvrage Aquitanis, qui est un maître d'ouvrage de rêve en fait. Vous ne pouvez pas rêver mieux. C'était à l'époque où Bernard Blanc donc présidait Aquitanis. Et il avait lancé un concours, donc on était 3 personnes invitées, sur notre ambition et notre méthodologique, avec présentation de l'équipe, avec un rendu libre. Donc nous on a fait un rendu en disant voilà, vous avez ce terrain, donc c'est un terrain avec frange de l'université, on est à Pessac, et puis ici il y a des maisons individuelles. Et donc c'est ce terrain-là. Et bon, ça c'est le projet qu'on a fait, mais au départ on ne savait pas que ce serait ça. Moi ce que je dis, ça devait quand même grimper un peu, hein. C'était pas non plus complètement innocent, il y avait l'ambition de grimper. Donc moi j'ai réuni une équipe autour d'une ambition qui était bois, paille, ventilation naturelle. Et
en indiquant quelle était la méthodologie. Et la méthodologie, c'était de dire, avant de dessiner le bâtiment, on va faire les études aéroliques et on va sculpter le bâtiment avec le vent. D'abord, on va voir si c'est possible. Parce que, évidemment, il ne s'agissait pas de monter ici, très haut, puisqu'il y avait des maisons. On pouvait monter ici. Donc, quel que soit on avait un bâtiment, deux bâtiments, on ne savait pas vers quoi on irait, mais on savait qu'on serait dans cette situation. Donc, moi, j'ai appelé Alain Moretz, puisqu'on avait eu un échec, entre guillemets, la fois d'avant. Et je lui dis, est-ce que tu es partant? On fait le truc, on propose de mettre 6 mois pour faire l'esquisse. Et pendant les 6 mois, on mouline, on fait des investigations, et puis on voit ce qu'il est possible de faire sur le site. Et c'est exactement ce qu'il a fallu faire. C'est vraiment ce qu'on a fait. Et donc, voilà, on a travaillé, alors j'ai retrouvé un peu ces dessins, mais il y en a beaucoup d'autres. On ne savait pas du tout où on allait. Il y avait la barre comme ça, il y avait deux plots carrés, il y avait 2 bâtiments jumelés, il y en avait plusieurs autres. Puis on commence à regarder ça, à faire des analyses multicritères de tout ça. Voilà, on a fait également les diagrammes solaires pour voir quels étaient les effets de masque. Et puis, on a fait des études aéroliques pour voir un petit peu l'influence des volumétries sur la capacité à ventiler. Après, il y avait plein d'autres critères, la habitabilité, le nombre de logements traversants, etc., etc. On est arrivé finalement sur une solution comme celle-là, et on a essayé de l'optimiser. Et celle-là, on l'a validée, donc 2 plots, un grand, un petit, et on l'a validée en ventilation naturelle assistée. Et puis finalement, on est arrivé à cette forme en hexagone, avec des toitures pliées, et là, c'était vraiment pour le vent qui vient du nord-est, qui est le minimum d'optimiser les pressions négatives sur les entrées d'air du bâtiment en bas. Ça, c'était l'enjeu. Et en fait, l'enjeu permettait aussi de faire un bâtiment un peu furtif, c'est-à-dire, même pour le voisinage, multiplier les angles, ça faisait des masques moins importants, moins de frontalité. Avoir cette toiture comme ça qui se plie, évidemment, ça permettait un meilleur écoulement. Et donc, on a travaillé cette forme, et ça nous a donné le bâtiment. Alors voilà, ça c'est le plan. On a travaillé cette forme hexagonale parce qu'après, c'était est-ce qu'on sait faire autre chose que des boîtes rectangulaires en bois? Et donc avec Gojard, elle m'a dit bah, bien sûr que si, il suffit d'avoir des arêtes, on ne contrevente pas avec les noyaux, parce qu'on ne voulait pas de noyaux béton, donc on contre-vente. Voilà, c'est le principe sur la longueur et la largeur, en faisant tout simplement des colombages. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, on est arrivé assez loin. On a commencé à étudier un petit peu le cheminée, moi j'ai trouvé, ça ne me convenait pas. Alors on a fait une maquette quand même. La maquette, elle est partie à une exposition en Amérique du Sud, elle est revenue exploser, donc elle n'existe plus. Donc voilà. Mais c'était une petite maquette d'études. Et puis, en refaisant des études, on s'est rendu compte que finalement l'assistance mécanique avec le petit ventilateur au-dessus, ben, c'était pas vraiment utile. Et donc on est arrivé à une forme plus simple, sans ventilateur, ni extérieur ni intérieur. Et on a travaillé sur le dépôt de PC. Le bureau de contrôle nous a tout validé. Et là, il s'est passé un truc qu'on ne pouvait pas attendre. C'est qu'il y a une orchidée qui tombe, une orchidée non endémique sur le terrain vraiment à côté. Et une levée de bouclier des riverains, 2 articles dans le Sud-Ouest, et la mairie qui a fait ce que font parfois les mairies, c'est-à-dire qui change un peu d'avis. Et ça a été une grande tristesse pour Aquitanis et pour moi, parce que ce bâtiment qui avait tous les feux au vert, qui était à la bonne période aussi, et ben voilà, on ne l'a pas fait. À l'époque, il n'y avait pas le SDIS 33, mais même là, tout le bois était emballé. Donc même pour les pompiers, ça leur allait très bien. Donc voilà, donc le bâtiment, c'est un... Voilà, alors bon, on avait essayé tous ces trucs. Voilà, ça c'était l'image du bâtiment, mais c'est un bâtiment qu'on n'a pas pu faire. Alors je sais qu'après, Aquitanis, ils ont essayé de voir s'ils pouvaient le construire ailleurs, et puis ça n'a pas marché. On n'a pas réussi. Par contre, j'ai tiré un enseignement de ça. C'est qu'une cheminée, c'est bien par bâtiment, mais c'est plus optimum si on a 2. Donc c'est pour ça que le coup d'après, on a fait un concours qu'on a gagné. Ça, c'était un concours, c'est des concours à 10 bois pour les bâtiments en bois de grande hauteur. Donc là, je me suis associé avec un ami, l'agence Satie, et puis on a fait un projet, voilà, c'était à Saint-Herblain,
qui est exactement un peu dans la même situation, c'est-à-dire deux plots. Ça, c'était une exigence urbaine. Donc là, c'était même pas notre choix. Et de hauteurs différentes. Là aussi, c'était une exigence urbaine. On s'est dit, ben voilà, on va prendre ça, et puis on va faire la même. Sauf que là, on a introduit une autre problématique qui est, ça c'est un autre sujet sur lequel je travaille beaucoup, c'est la personnalisation des logements. Mais vous allez voir que les deux sont un peu liés. Donc voilà, on a travaillé sur les volumétries, et on a voilà, les plans. Donc bon, c'est un peu plus petit que l'autre, donc là vraiment le plot il est vraiment petit, mais on n'avait pas le choix. C'est pas très rentable comme plan, mais c'était imposé. Et puis on a fait des bandes servantes, et là on s'est dit, ben voilà, là on a ces bandes servantes qui sont des bandes humides. On a vraiment deux pôles, on fait des cheminées toutes droites, il n'y a pas de coude, il n'y a rien du tout, ça va tout droit. Et donc les deux cheminées, c'est vraiment, dans une situation comme celle-là, la bonne solution. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. On avait d'autres problématiques aussi. Problématique bois aussi, on était en structure bois. Voilà, on a gagné le concours, on a eu le Grand Prix national à Dives-Bois. Après, on a dû trouver un promoteur. C'est nous qui avons fait une consultation de promoteur. Parce que la mairie a dit, oui, vous avez gagné un concours national, mais nous, on veut avoir... voilà, on a notre idée aussi sur ce qu'on veut, donc vous allez concourir contre notre agence d'architecture qui avait fait le concours, ce qui était un concours ouvert, donc il y avait beaucoup de projets, mais qui n'avait pas été sélectionné, il n'était ni mentionné, ni rien du tout, donc on a reconcouru. Moi je suis allé chercher un promoteur, il est allé chercher un promoteur, on a gagné le deuxième tour. Et puis au bout de quelques temps, nous ont demandé un deuxième niveau de parking, bon bref, le projet est tombé à l'eau. Donc, comme disait Churchill, le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. J'attends le troisième coup, et le troisième coup on y arrivera. Mais là c'est des études qui ont été faites par le CSTB, donc on a été vraiment allé quand même très loin là-dessus, et on avait eu le temps de construire. Voilà, donc bon, voilà, c'est l'histoire, voilà, c'est bâtiment. Voilà, avec le rooftop, les cheminées, on les avait vraiment bien dimensionnés pour faire les rooftops au-dessus. Donc là, pour le coup, en montrant cette série de projets, c'est plutôt de montrer qu'effectivement, comme tu disais, il faut quand même bien s'accrocher. Et quand on se dit, bon, voilà, les deux, là, c'était une grande tristesse, quand même, parce que c'était un projet vraiment qu'on adorait. Mais quand même, on se dit, on se prépare pour le coup suivant, on prend de l'avance. Voilà, c'est un peu ça le truc, quoi. Voilà, et puis alors le dernier, je termine sur cette image parce que celui-là c'est un point d'interrogation, donc c'est un projet à Bobigny, c'est un concours, enfin c'est pas un concours, c'est une sélection, et donc on est sur un nouveau quartier de Bobigny, et on a un bâtiment de 12 étages en ventilation naturelle, on a 3 bâtiments dont celui-là, mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est validé, le chantier vient de commencer, tous les dessins sont faits, mais il y a un os, juste un os, c'est que, et c'était anticipé, c'est que les grilles, les fameuses grilles de ventilation, ne sont pas exactement les mêmes, mais qui sont aussi des Renson ou des Duco, c'est des frangins, quoi. Donc bon, mais là c'est du Renson. Il y a un dispositif qui marche, qui peut être adapté à ça. Simplement, c'est pas compatible avec les volets roulants. C'est compatible avec des stores. Moi je déteste les volets roulants, mais c'est très bien, je dis, on va le faire avec des stores. Et là, la maîtrise d'ouvrage, vraisemblablement, je ne sais pas où ça en est, si c'est du volet roulant, on ne pourra pas faire de grille en façade parce que le chantier a commencé. Et si on a des stores, on peut le faire. Voilà. Donc bon, c'est évidemment. Voilà. Donc je vais terminer là-dessus parce que ça, on voit que l'histoire continue. Voilà. Donc maintenant il y a les prochains projets. Voilà. Merci. Merci, parce que peut-être qu'on peut prendre quelques questions, s'il y en a. Il y en a certainement. On a du temps. Ouais, 10 minutes. Hein. Ouais, vas-y. Vous avez mentionné 2 cheminées, et après vous avez mentionné 2 cheminées. Et là, il y en a 3. Non, mais dans les logements, enfin les photos de logement, vous aviez l'air de dire que finalement, quand il y avait 2 cheminées, ça marchait mieux. Ah non, c'est pas dans un logement, ça dépend vraiment des cas. Hein. Ça dépend vraiment des logements.
la configuration dans certains cas. Mais là, on arrivait à vraiment la meilleure rationalisation qu'on a eue sur le projet de Saint-Herve-là, parce que vraiment, il y a des conduits qui vont tout droit. Et on peut faire des coudes, mais il faut respecter les règles sur les coudes. Il ne faut pas que ça dépasse un certain lang, il y a des rayons de courbure, enfin c'est un peu comme une autoroute, quoi. Il ne faut pas que ça ralentisse trop l'air, quoi. Il faut éviter qu'il y ait trop de perte de charge. Voilà, c'est juste ça. Mais maintenant, il y a aussi d'autres dispositifs, on sait, maintenant on parle beaucoup du système 22-26, ou en tout cas du système comme ça, juste par ouverture des fenêtres. Il y a des tas d'autres manières d'avancer sur ces sujets. Ça, c'en est qu'une parmi d'autres. Merci. Sur la question du passif, qui met donc là, tu as. Elle est passive, elle est aussi. Elle n'est pas labellisée. Mais au niveau de l'étanchéité à l'air. Ah oui, oui, parce que c'est comme si vous jouez de la trompette. Vous voulez avoir un bon son, vous n'allez pas faire des trous partout. Mais d'avoir un bâtiment bien étanche, ça n'empêche pas de bien le ventiler. Donc oui, on l'a fait parce que voilà, c'est pour l'efficacité du système. Puis on se dit c'est une bonne règle. Et en plus, on l'a fait avec une entreprise pour qui ça posait vraiment pas de problème. Donc on n'a vraiment pas eu de problème du tout à passer ce test, donc qui est à 50 Pascal. Toi, tu connais évidemment. Moi j'ai une question aussi sur un peu prolongée sur le passif. Tu faisais quand tu travaillais aussi sur des bâtiments passifs. Est-ce qu'on peut imaginer une certification passive avec une ventilation naturelle? Je pense pas. Je pense pas parce que ou alors pas. Alors c'est étonnant parce que le passif, donc il comprend, c'est vraiment la demande en chauffage. Donc peut-être sur des climats plus tempérés que chez nous, ça pourrait marcher. Mais chez nous, on va être un peu plus que 15, forcément, je pense. Hein. Donc voilà, le passif, il n'est pas fait pour faire autre chose que du passif. Mais moi, je continue à penser que sur les parois, les systèmes constructifs, l'hypothermique et autres, la démarche passive, elle est vraiment très bien. C'est sur les appareils qu'il peut y avoir question. En fait. Voilà. Mais les Suisses, par exemple, eux, ils sont inspirés du PassiveOps, ils ont fait un truc qui s'appelle Minergie. Avec le niveau Minergie-P, on est au niveau plus ou moins du PassiveOps. Mais je ne suis pas rentré dans le calcul des SIA précis, mais je sais que sur des écoles, par exemple, en Suisse, même sur du label Minergie-P, ils font de la ventilation naturelle. Et la ventilation naturelle, ils ne se cassent pas la tête. Hein. On ouvre les fenêtres. Voilà, c'est... Peut-être qu'ils demandent une mécanisation d'ouverture des fenêtres, encore que j'ai assisté la semaine dernière à Lille, le Forum de construction bois, un bâtiment à Saint-Gall scolaire où c'est par manivelle. Voilà. Mais des manivelles, hein, c'est aussi beau que l'horlogerie suisse. Hein, quand on voit c'est vraiment très beau, on a vraiment envie de tourner les manivelles. Et donc voilà, ils ont vraiment, je pense, changé. D'ailleurs, prochainement, je ferai une conférence sur le low-tech organisée par le SIA. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait en Suisse. Et où ils vont parler justement, eux, ils appellent pas, c'est pas la frugalité, peut-être qu'ils ont aussi ça, mais ils ont un truc qui s'appelle le LTNT, low-tech, no-tech. Voilà. Et bien, les labels suisses aujourd'hui permettent ça. Donc, je pense qu'on est vraiment à un tournant. Mais dans le dernier projet, par exemple, ce Bobigny, là, tu parles de pas mal d'extraction, mais l'air, tu l'apprends où? Tu l'apprends en fait? Non, alors l'air, justement, et c'est là, la difficulté, c'est ça. C'est que quand on fait sur bâtiment, le Max Weber, on a des BSO, restauration environnementale, donc le dispositif, c'est pas incompatible avec les BSO. On peut mettre le sonovent, il fonctionne avec des BSO. Il fonctionne avec des volets, il fonctionne avec des trucs. Il ne va pas fonctionner avec des volets roulants parce que ça prend beaucoup de place. Et alors dans ces cas-là, il faudrait faire l'extraction en bas. Mais avec d'éventuels problèmes de confort sur ce qu'on préchauffe. Et puis surtout, on ne peut pas changer au dernier moment un projet comme ça parce que évidemment, ça a un impact façade. Donc c'est trop tard pour le faire. Donc là, tu prends l'air en façade. On prend l'air en façade, absolument. J'ai pas vu de... Ah, non, j'ai pas montré la coupe, mais c'est la coupe vraiment du fabricant, c'est-à-dire qu'il y a le volet, ça passe au-dessus. Voilà, c'est pas... Enfin, le volet, justement, le store. Le store, c'est petit. C'est moi de... Sonovent, on l'intègre dans la menuiserie, quoi. Voilà. Donc ça fait un poste fixe, on va dire. Et exactement. À partir de là, j'imagine ton store est un petit peu plus bas. Je vais montrer le Sonovent. T'es en RT 2020, donc
ça permet quand même de répondre à l'RT 2020, ce système de... Oui. Alors la RE 2020, même au niveau énergie et même au niveau 2028, c'est pas super ambitieux. Sur le carbone, c'est autre chose. Mais sur l'énergie, c'est vrai, c'est pas hyper challengeant. Hein. Mais la cohérence, voilà, c'est ça. Oui, ça, je voilà. vois. Mais c'est le même, mais on œuvre un peu différemment. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres difficultés, tu as raison, sur le logement, c'est quand même plus compliqué. Il y a Oui, parce que tu chauffes pas l'air. Tu rentres, l'air extérieur. Oui, mais pareil dans un micro, c'est comme un autoréglable. En fait, nous, on le simule comme un autoréglable. Et comment vous avez fait? Parce que là, on a écouté les conférences des logements il y a un moment, et que comme ils s'est arrêté à la question de la constance du débit, et qu'en gros, c'est un problème, apparemment, de ne pas avoir un débit constant dans les logements. Alors, il y a deux réponses. C'est que déjà, le débit d'air, moi, il me semble que si on lit bien, c'est en saison de chauffe qu'on doit l'assurer. Oui, en moyenne, on se chauffe. Voilà. Donc déjà, ça règle une petite partie de la problématique, c'est qu'en été, effectivement, il y a moins de tirage, mais on a moins d'exigences. Et là, on a une assistance mécanique. Par contre, on mettait le ventilateur à l'intérieur. Bon, je ne vous ai pas montré toutes les études qu'on a faites dessus, mais on a commencé à vouloir mettre les ventilateurs à l'extérieur. Mais à 30 mètres, alors on est arrivé à un truc, c'était complètement... Ça devenait n'importe quoi, parce qu'on mettait des nacelles autour. Le truc, ça fenestrait ressemblait à une centrale électrique. En fait. C'était vraiment pas bon, quoi. Et puis surtout, moi, je ne vois pas des gens aller faire l'entretien, parce qu'il faut absolument pouvoir entretenir le ventilateur. Donc grimper sur une cheminée qui fait 3,80 m au-dessus d'une toiture qui est penchée comme ça, non, ça marche pas. Mais on l'avait quand même essayé. Et du coup, on est parti du principe qu'on allait le mettre dans les combles, le ventilateur. Et à partir du moment où on a un ventilateur, et c'est là la différence avec un système de type Astato ou le Actis ou tous ces systèmes hybrides, c'est qu'ils sont pilotés sur des conditions extérieures. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas cette garantie. Alors que là, en fait, ça fonctionne comme une ventilation mécanique. Il y a un moteur. Il y a un moteur, une assistance mécanique. Mais l'assistance mécanique, elle est indexée sur une vitesse d'air. Si on n'a pas la vitesse d'air, paf, ça se met en route. Et on ajoute à ça la problématique d'incendie, qui elle est très très sensible aussi. Parce que soit il faut confiner, soit il faut que l'air, vraiment, il s'éjecte. Il ne faut pas qu'il aille d'un étage à l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment que le ventilateur il soit résistant à 200 degrés, enfin il doit accueillir comme un caisson C4. Quoi. Il faut qu'il résiste à ça et qu'il assure que... alors moi, je ne suis pas hyper inquiet quand il y a un incendie, en général il y a de la chaleur, donc le moteur thermique, à mon avis, il marche. Mais d'un point de vue réglementaire, il faut le garantir. Et la seule manière aujourd'hui de le garantir, c'est d'avoir ce moteur. Mais c'est par rapport à la question de l'incendie que c'est vraiment... que c'est vraiment nécessaire. Par exemple, nous, sur Pessac, alors c'était peut-être aussi, on a un bureau de contrôle qui avait validé tout simplement sur les STD et les simulations aéroliques surtout. Il avait considéré que les simulations aéroliques permettaient de garantir qu'elles étaient très probantes. Mais ça, c'est peut-être, il y a des bureaux de contrôle qui peuvent accepter, d'autres pas. Je ne sais pas quels sont... Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de... C'est sûr qu'un bureau de contrôle, c'est un acteur important. Voilà. Il y a celui qui est passif et il y a celui qui est actif. Voilà. On peut faire le passif. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne met pas en œuvre avec certains et qu'on met avec d'autres. Tout à fait. Que ce soit dans d'autres registres que la ventilation naturelle. Mais là c'est comme les bureaux d'études, c'est-à-dire que nous, sur Max Weber, on est allé voir les pompiers déjà dans le concours. Et puis le lendemain, ils étaient dans la boucle. Et le bureau de contrôle, on avait de la chance, c'était des BTP consultants qui étaient vraiment très à l'écoute, qui essayaient de comprendre. On avait vraiment une très très bonne équipe. Je vois complètement ce que tu as dit tout à l'heure. Si on n'a pas une dream team autour de soi, même si on est super motivé, on peut... on va ramer contre le courant. Tu as présenté, je ne suis pas sûr que tu as la dream team. Sur le dernier projet que tu as présenté, je suis pas sûr que tu as la dream team. High-tech, c'est fait. Une dernière. Sinon, c'est... Moi, j'en ai une. Ah. C'est pour toi. Le projet de Dunkerque. Alors, on le voit dans des séries télé. J'ai vu dans le... Oui, normalement, à la télé chez vous, on en a déjà souvent parlé. Si, c'est comme ça s'appelle, une série politique. Là, je l'ai vu dedans. Oui,
oui, avec un inspecteur, je ne sais pas quoi. Mais ma question, parce que je me la pose sur le bâtiment de Bobigny, à terme, il est peut-être réversible. C'est toujours la philosophie de Nicolas. À terme, ça sera réversible, oui, mais bon, aujourd'hui c'est construit, c'est fini, quoi. Là, c'est vite, quoi. Ouais, on n'a pas réussi. C'est un petit machin. Non, mais c'est vrai que la silhouette, C'est un petit machin, là. La silhouette est vraiment dessinée pour ça, quoi. Voilà. Et effectivement, là, on pouvait fonctionner avec un seul conduit. C'est un peu ce que tu as dit. Pourquoi deux conduits, pourquoi un conduit? Le conduit doit être vertical. C'est pour ça que dans, je ne sais pas quel bâtiment, là, tu multiplies les gammes, enfin les cheminées de ventilation naturelle. À Dunkerque, tout devait monter là-haut. C'est utopique. Non, mais on n'y a pas arrivé, quoi. Franchement, on n'avait pas la bonne équipe, on s'y est pris. Un peu tôt. Un peu tôt, peut-être un peu naïf, un peu. Enfin, oui, toujours utopique, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce que j'ai vu là, peut-être que ça me remotive à faire peut-être pour du logement, quoi. Voilà. Nous, on avait abordé. Plus on sera en faire, mieux ce sera. Hein. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, avec le recul d'expérience qu'on a, je pense que la ventilation naturelle, 100% naturelle, c'est un peu utopique, je pense. La vraie réussite, c'est le mix, quoi. C'est utiliser le naturel dans les bonnes conditions et l'associer à du mécanique. Mais ça fait un double investissement, quoi. Voilà. Je crois qu'on n'est pas au bout de l'histoire. Mais non, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on est comme. Moi, ça me rappelle un peu les. Alors, même si tout a été fait il y a un siècle ou un siècle et demi, il y a 2 siècles ou il y a 1000 ans, on est quand même en train de réinventer des trucs. On se demande un peu comme les avions, est-ce qu'il faut mettre la bandette devant ou derrière, quoi. On n'invente rien. On n'invente rien. Il y a très peu d'inventeurs dans notre métier. On est d'accord. Mais il y a des évolutions. Oui, il y a des évolutions. Et ces évolutions, aujourd'hui, je ne sais pas si on revient vers des bâtiments étroits, nous vers des fenêtres. Je pense que c'est la meilleure solution. Pourquoi avoir tout ce mécanisme? Pourquoi on n'est pas là? Voilà, tout simplement. Comme nos parents faisaient, hein, tout simplement, le matin, on se levait, la mère venait ouvrir les châssis, elle mettait la couette dehors, ou les draps, les couvertures. Maintenant, c'est fini, ça. Ça commence à être une discussion qui mérite d'être menée autour d'une bière. C'est donc, donc parce que on peut se retrouver malheureusement, donc on ne peut pas visiter l'expo à cette heure si tardive. Donc proposition de se retrouver effectivement au café qui est à la sortie à droite. Hein, ne trompez pas la droite et la gauche, la période est propice à ce genre de confusion, mais voilà, le bar qui est à droite à la sortie. Trois arbres. Le nom du café, 3 arbres. Au nom de Giampiero Ribante et Charlotte Picard, sauf si vous voulez dire un mot. Non. Bon, alors, remerciements. Alors voilà, vous direz un mot. Remercier tout le monde, tout de vrai comme à la télé. Générique de la fin. C'est le générique de la fin parce que c'est un peu la fin. C'est pas vraiment la fin de cette soirée, il y a encore une semaine d'exposition, mais voilà, c'est un peu la fin d'une histoire qui a été courte, dans le sens que ça commence tard, ça s'est fini et ça est très intense. Et on tient à remercier vraiment tous les personnes qui sont jetés dans cette aventure qui a commencé le 15 janvier. Et avec une expo qui est plutôt marrante et qui a permis de les exprimer, de parler d'un sujet qui nous tient un peu encore à tous et toutes les gens qui sont autour de la table. Et voilà, donc c'est avec une grande émotion qu'on vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Je ne sais pas ce que je peux rajouter. Merci à tout le monde. Merci Philippe Madec, Alain Bornarel, Clément Gaillard. Qu'est-ce qui est venu encore hier? Nathalie Couineau, Emmanuel Pat, nos collègues passés et présents, Fanny dans la salle, dont on a beaucoup utilisé ces magnifiques tours à moi en visuel, l'école de la Villette, Anne-Sophie au fond de la salle, très discrète, mais sans elle, voilà, on n'aurait pas monté toute cette expo. Bravo pour cette occupation particulièrement brillante des lieux. Merci. On revient, on peut trouver d'autres thèmes sûrement. Et
puis merci à l'ADEME, merci, comme a dit Raphaël au début, Topophile qui a animé toutes nos conférences. Merci à Mélane et à Thomas qui l'a remplacé. Donc grâce à eux, on va avoir toutes ces conférences filmées et disponibles sur la page Ecopolis, le temps de faire le montage. Et vous retrouverez aussi, merci à Ecopolis, qui héberge donc une page ventilation naturelle où on met tous les éléments de l'exposition bibliographique. On va compléter parce que j'ai entendu encore plein de noms dont je ne suis pas sûre qu'ils soient mentionnés dans les bibliographies. Donc on va compléter tout ça. Et... Si vous voulez nous envoyer des documents qui vous trouvez exceptionnels, on les mettra en libre, qui sont en libre service, en libre téléchargement. On peut les mettre sur cette page, comme ça on concentre de la documentation. Et il y a aussi une formation qu'on a montée avec Paul Marel sur la ventilation naturelle avec Ecopolis, s'il y a des gens intéressés. Voilà, c'est toujours dans le cadre de l'ADEME pour faire de la diffusion de ce beau projet. C'est quand? C'est le 27 juin et le 13-14 septembre, un truc comme ça. Mais il y en a une technique pour des ingénieurs, pour calculer, calculatoire, et une plutôt architecte, maîtrise d'ouvrage, avec moins de calculatoire. En juin, c'est un moins calculatoire. Un jour, c'est moins calculatoire, et 2 jours, c'est calculatoire. Voilà. Et merci. Donc à prolonger autour d'une bière, et puis ensuite sur les visites de chantier, Ronnie en fait régulièrement, et d'autres évidemment. Puis on se disait avec Jean-Pierre qu'il fallait qu'on fasse visiter d'anciens projets aussi, un peu de retour d'expérience. Je me disais qu'on en avait aussi à publier dans Topophile, donc des réalisations éventuellement passées, de ventilation naturelle, pour faire un peu de retour sur expérience. Et vous avez vu l'esquisse d'une série d'articles pour prolonger aussi cette expo sur la ventilation naturelle. Alors piocher dans l'histoire comme dans les projets actuels et des analyses plus factuelles des systèmes, méthodes et outils conviviaux. Donc à venir, alors, dans les mois qui viennent, dans Topophile, a mis des lieux la revue des espaces heureux. Voilà, c'est en ligne, c'est Martin Pagot qui est en haut et moi. Voilà, merci. J'ai oublié de nous présenter au début. Je me permets de faire. Il y a là-bas, merci à Pascal et Michel qui sont en